Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctum.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, samedi après-midi, bon là maintenant, samedi soir, on fait quoi exactement? C'est le temps pour le crypto rapport où on va regarder toute l'actualité au niveau du Bitcoin, au niveau global et bien sûr d'autres altcoins, actualité blockchain aussi. Et on va réellement s'attarder sur l'actualité Bitcoin au niveau global. Et puis on va voir tout ce qui s'est passé cette semaine-ci, vu qu'il s'est passé énormément de choses. On va regarder tout ce qui s'est passé au niveau institutionnel, les banquiers et les grandes institutions, gouvernements et tout ça. Ok. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, tous les articles que je vais énoncer, donc tout ce qu'on va voir va être repris dans la description de vidéo ici en dessous dans YouTube. Et il y aura une partie aujourd'hui, tout ce qui est la partie Bitcoin global aujourd'hui et demain lors du crypto trading pour le Bitcoin, Bitcoin Gold et Bitcoin Cash. On va mettre la deuxième partie, tout ce qui est banquier, institution, vu qu'il n'y a pas cette place dans les descriptions de vidéos ici en bas sur YouTube. Donc encore une fois, un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés au canal. Un grand merci aussi à tous ceux qui m'ont envoyé des mails et des messages privés et à tous ceux aussi qui sont venus et qui ont commencé leur formation d'initiation au marché financier. Donc un grand merci à vous et vraiment bon courage à vous. Donc soyez patients avec vous-même et continuez à apprendre. Et rappelez-vous pour tous ceux qui seraient nouveaux ici au canal que vous avez toujours la formation d'initiation, donc les vidéos modules toujours disponibles au prix exactement de... attendez, c'est où exactement? Voilà, vous avez ça, c'est toujours disponible au prix de pour moins de 50 euros. Donc vous l'avez ici directement. Donc là, en fin d'émission, on va regarder comment est-ce que vous pouvez faire pour être là, pouvoir rentrer dedans. Donc voilà, vous avez le Trading Wall Street, l'initiation. Donc les 33 vidéos réparties sur 10 modules, plus de 50 heures, 3000 minutes. Et donc là, vous avez tout ça ici pour moins de 50 euros. Donc en fin d'émission, on reviendra afin de vous montrer comment vous pouvez le faire. Et d'entrée, je le dis déjà qu'il y aura des nouveaux tarifs qui vont être faits à partir de demain, si je peux, ou au courant de la semaine, vu que j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui voulaient aussi avoir accès à quoi? Aux consultations privées. Donc vu qu'il y a beaucoup d'engouement, qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent dedans et que là, c'était un lancement on va dire au niveau francophone et que maintenant ben, je vois qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui commencent à rentrer dedans et surtout beaucoup de débutants donc, qui viennent dans le trading par rapport aux crypto. Donc je vais refaire, comment dirais-je, des prix bien plus avantageux et afin de pouvoir donner accès à pas mal de choses et bien sûr aussi des vidéos que je vais mettre ici sur le site web afin d'expliquer exactement ben, en quoi consistent les consultations privées. Donc il y aura un nouveau prix qui va être fait pour les consultations privées. Il y a aussi pas mal de personnes qui me parlaient de gestion de leur portefeuille. Donc on va aussi lancer une nouvelle tarification pour tout ce qui est crypto funds. Donc faire en sorte qu'il y ait des personnes qui puissent rentrer réellement à, comment dirais-je, avec un certain prix vu que vous avez bien vu qu'au niveau de gestion. Pour ceux qui ne savaient pas, lorsque j'étais à la gestion d'un fonds avec des traders de Londres à travers le broker IronFX, qu'est-ce que je faisais? Il y avait quand même un certain capital qu'il fallait mettre, c'était au-delà des 50 000. Donc maintenant, vu que moi, je ne participe plus à la gestion de ce fonds, ainsi de suite, donc maintenant, ben voilà, on va pouvoir offrir ce service ici à pas mal, donc à tout particulier. Mais rappelez-vous, ce sont ici, c'est du trading spéculatif basé sur les dérivés et non sur les exchanges et non en wallet. Nous, on trade, enfin moi, je trade spécialement avec le côté spéculatif, donc c'est des crypto-funds qui vont être basés dans les quelques cryptos qui nous sont disponibles via les brokers en ligne, les brokers CFD, donc brokers dérivés, et en plus de cela, les compagnies qui sont exposées au blockchain, donc principalement les compagnies du Nasdaq, IBM, Apple, Amazon, Microsoft, ainsi de suite et tout ça, ok? Et certaines devises et certains indices. Donc voilà, on va vraiment rester dans tout ce qui est blockchain, on va dire ça comme ça. Donc ça, je vais refaire des nouveaux tarifs et là, il y aura des vidéos explicatives en français au courant de la semaine. Si je peux déjà demain, donc ça va être beaucoup de travail afin d'être sûr que enfin, que tout soit bien fait. Donc, de toute façon, je vous tiendrai au courant une fois que tout est fait. Donc, mais dans un premier temps, commencez déjà avec les formations d'initiation ici. Donc là, c'est déjà très bien le Trading Wall Street pour moins de 50 euros. Il est là et c'est parfait. Donc, on va commencer, enfin, commencer déjà par cela et nous, on reviendra à cela durant la semaine, ok? Donc ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Donc maintenant, on va regarder toute l'actualité. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc moi, je me bouge de l'écran et comme je vous disais ici, toute l'actualité, donc ne vous inquiétez pas, tous les liens que vous avez ici. Voilà, c'est tous les liens que vous avez ici. Donc, vous voyez ici à l'écran, on a, ça c'est le crypto rapport aujourd'hui du 16 décembre. Donc, on va commencer par le Bitcoin global. Donc, tous les liens que vous avez ici sont tous les articles que moi j'ai sélectionnés pour vous cette semaine-ci. Je vous en donnais un mot et là, je vais les laisser. Vous aurez les liens afin de pouvoir les lire et traduire s'il faut, mais tout ça à votre propre discrétion. Donc, il y aura une partie des liens aujourd'hui dans la description de vidéo et la deuxième partie des liens, vous voyez banquier et Instit. Tout ça, ça va être dans demain. Et puis, encore les deux articles
là que vous voyez ici. Donc ce sont deux vidéos que je vous ai aussi inclus. Ok, donc là maintenant, on va commencer. Donc ça, on va pouvoir bouger ça et on va commencer là maintenant tout de suite. On reviendra plus tard ici sur la page afin que vous sachiez comment faire pour commencer votre formation d'initiation. On va d'abord regarder un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de la capitalisation de marché des cryptos, vu que on a vu que cette market cap est montée très fortement. Et quand on regarde ici réellement le top 10, bon, on voit le Bitcoin en tête, Ethereum numéro 2, Bitcoin Cash numéro 3, Ripple numéro 4, 5 Litecoin, 6 IOTA, 7 Dash, 8 Monero, NEM. Donc je le dis aussi d'entrée, je vais commencer à analyser NEM aussi, vu que NEM est en train de monter très fort. Donc je vais voir avec quelle crypto je vais la rajouter au courant de la semaine. On a le Bitcoin. Ici, on a Cardano, EOS au numéro 12, Ethereum classique, Neo 14. Donc, vous voyez, c'est pratiquement tout ce qu'on suit. Hein. Donc, voilà, c'est là. Donc, je pense que je vais faire une nouvelle journée, quelque chose de nouveau, pour regarder exactement ce qui se passe avec Cardano et NEM. Et on va, je pense que j'aurai une journée où je vais devoir faire une double. Hein. Donc, un double crypto trading. Donc, je vais rajouter NEM et Cardano, vu que j'en parle avec des clients ici à Madrid. Et ils étaient en train de regarder NEM. Ils me disaient, bah, tiens, ça devenait pas mal intéressant. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour ce qui était le ranking. Maintenant, lorsqu'on regarde ici la market cap, vous voyez que les cryptos au total ont une market cap de plus de 500 milliards, donc 563 milliards 528 millions 663 660 dollars de market cap, et vous voyez que c'est énorme. Donc là maintenant vous allez voir, il y a des comparaisons ici, hein. Donc vous voyez qu'on a dépassé des 530, donc on a une market cap bien plus grande que des compagnies comme Facebook, ainsi de suite. Donc vous allez voir que c'est énorme. Ok, donc là comme vous pouvez le voir ici à l'écran, bah, toujours le Bitcoin qui reste toujours bien grand. Ripple à la baisse, IOTA qui est là, ADA, donc vous voyez le Cardano ici qui commence à monter, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold ici, Ethereum, Litecoin là, Dash, EOS, et vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de cryptos qui sont en train de monter super fort. Donc là, on a vu exactement tout ce qui s'est passé à ce niveau-là, et maintenant, on va directement commencer avec les articles. On va juste énoncer les gros titres, et on va passer, vu que vous avez vu qu'il y en a énormément, je vais juste amener un commentaire, vu que j'ai dû, enfin, c'est ce que je lis moi durant toute la semaine, et bien sûr, il faut lire énormément, il faut, comment dirais-je, être au courant de tout ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui me demandait cette semaine-ci, bah, pourquoi est-ce que je lisais autant d'articles, ainsi de suite. La question est toute simple. Je vais répondre à ça avant qu'on commence. Oui, moi, je suis un consultant, je suis un analyste. J'ai tradé aussi du capital. J'ai été avec mes partenaires, beaucoup de personnes ont travaillé, enfin, dans le monde financier et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Vous devez comprendre que le trading, c'est pas ce que tout le monde croit que c'est. Vous devez faire la différence entre investir et trader. Lorsqu'on parle d'investir, c'est voilà, j'ai acheté quelque chose bas et au fur et à mesure, donc au bout de 5 années, 10 années, 20 ans, ben, mon investissement est à monter de X%. Lorsqu'on parle de trader, on est bien plus actif. Lorsqu'on parle de trader, on vient tirer avantage de la volatilité, donc des fluctuations de prix, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc ça nous est égal. Mais on doit être à l'affût d'informations. L'information est très importante pour nous. Pourquoi? Parce qu'on doit pouvoir anticiper des mouvements. En gros, un trader, c'est une personne qui va venir anticiper, prédire le futur, mais à court, moyen terme. Vous voyez que l'investisseur, lui, va à long terme. Donc, pour ceux qui êtes dans les modules d'initiation, dans la formation, donc vous avez bien vu qu'on fait la différence entre deux personnages, on va dire un investisseur, Warren Buffett, et un trader spéculateur, George Soros. Donc, vous savez très bien à quoi je m'en réfère donc, par rapport à là. Donc, nous, on a besoin d'informations. Pourquoi? Parce que les informations sont des catalyseurs, c'est ce qui fait réellement bouger les choses. Donc, c'est pour ça qu'on doit consommer énormément d'informations. Un trader est aussi comment dirais-je, un investigateur. Donc, il doit faire des investigations, il doit mener des recherches terribles. Donc, c'est un entrepreneur, il doit aller rechercher les news. Pour vous donner un exemple, il y a un film excellent qui parle de cela. C'est le film Wall Street, le premier. Pas celui avec Shia LaBeouf, mais le premier Wall Street avec Michael Douglas et Charlie Sheen et le père de Charlie Sheen dans le film. Et regardez bien cela et vous allez vraiment comprendre le côté information. L'information est clé. Donc vous voyez qu'à l'époque, on n'avait pas Internet. À l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'il y avait. Donc à l'époque, l'information n'était réservée, on va dire, qu'à l'élite, qu'au top de Wall Street et des places financières. Aujourd'hui, on a Internet. Avec Internet, on a tous accès à la même information. Même si on n'a pas le terminal Bloomberg qui coûte plus de 25 000 dollars, on peut arriver à la même chose
en sachant comment bien utiliser tous les outils que l'on a. Maintenant, nous, on tire avantage d'un outil que l'on a, c'est Internet. Donc, vous voyez qu'on a l'information qui est instantanée, et quand on a l'information et qu'on sait bien l'interpréter, et là, on doit traduire ça par quoi? Des gains dans les marchés financiers. Donc, on doit pouvoir anticiper les mouvements. C'est pour ça qu'on doit consommer de l'information, être sûr de vérifier l'information, la source de l'information, et être sûr que cette information-là est valide. À partir du moment où elle est validée, on peut valider la source et qu'elle est bonne. Directement, ben non, on va pouvoir anticiper des mouvements et bien sûr faire des gains, et le tout en gérant notre risque. Donc c'est pour ça que j'amène toujours ce côté informatif, cette revue de presse hebdomadaire, parce qu'on doit pouvoir passer en revue tout ce que l'on a, et vous voyez bien que les news sont en relation avec la montée que l'on voit au niveau des cryptos. Donc regardez, je pense que c'était hier vendredi, j'avais regardé vendredi et jeudi lorsqu'on a fait les crypto trading day, et même pas dans ce que j'avais analysé le matin et dans la soirée même, hier lors de ma réunion avec les autres partenaires et d'autres traders, ben, quand on a vu directement ben, les mouvements qui s'étaient passés, et on parlait de quoi? Ben, des forts catalyseurs qu'on avait eu durant la journée, et on s'attendait à avoir des corrections donc avec les différents niveaux de Fibonacci, mais j'avais bien dit au cas où on serait au-dessus de tel niveau, faut aller haussier. Pourquoi? Parce que comment dirais-je, les traders vont tenter des spéculations monstres, et ils vont pousser toutes les cryptos bien plus haut, et c'est ce que l'on a vu. Donc voilà. Donc ceci étant dit, commençons réellement. Première news, market cap des cryptos, 500, plus de 530 millions, ça c'était hier. Donc ouais, c'était au 15, donc ça c'était hier. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Vous avez vu qu'on a atteint les 567 milliards de dollars. Donc vous voyez que maintenant, comme on dit que les cryptos, toutes les cryptos ont bien plus de valeur que Facebook. Donc Facebook, c'est une grosse compagnie qui est depuis un bon bout de temps. Vous connaissez tous le succès de Facebook, mais vous voyez que maintenant que quoi? Bah, les cryptos ont dépassé la valeur de marché de Facebook. Donc ça, c'est quelque chose d'énorme, ok? Donc on continue. Qu'est-ce qu'on a encore? Numéro 2, on a maintenant 300 millions. Donc maintenant 300 millions, c'est quoi? Bah, le Bitcoin maintenant, sa market cap, c'est aussi bien sûr au 15, donc ça continue à monter. La market cap, donc la capitalisation de marché du Bitcoin est bien plus haute, et ça fait d'elle la 15e devise donc au terme de valeur, donc la 15e devise la plus liquide au monde, donc 15e position. Donc on voit ici le ranking, hein. Et le ranking, bon là c'est par rapport à ce qu'il y avait, donc voilà, le ranking, vous voyez que elle est quoi? Bah, il y a, on va dire, en haut, il y a la monnaie, bon, en Hollande, bon maintenant on utilise des euros, mais bon voilà, il y a la Hollande qui est là au numéro 13, numéro 14, vous voyez ici c'est l'Arabie Saoudite, et numéro 15 c'est la devise Bitcoin, après le roupie d'Inde et le dollar de Singapour. Donc en termes de liquidité, bon, vous voyez maintenant que le Bitcoin est passé devant, donc c'est quelque chose d'énorme. Donc vous voyez que les cryptos, elles sont là, elles sont bel et bien là, et maintenant on ne peut pas, comment dirais-je, passer outre, on ne peut plus les ignorer. Donc vous voyez que ça va de record en record chaque semaine. Maintenant, qu'est-ce que l'on a ici? On a ici 4 billion. Donc qu'est-ce qu'on voit? Ça c'est au niveau des ICOs. Donc vous voyez les ICOs, cette levée de fonds alternative, vous voyez que rappelez-vous, lors d'anciens articles, je vous parlais beaucoup de la problématique que soulevaient les ICOs, qu'on voulait qu'elles soient régulées et ainsi de suite. Mais malgré cela, on était à 3 milliards, je pense, c'était lors des grandes vacances à la fin de l'été. Et maintenant, on est déjà à 4 milliards. Donc là, c'est énorme. Et maintenant, la levée de fonds traditionnelle, comme étaient les angel investors ou les venture capitalistes, vous voyez que là, il y a un problème. Pourquoi? Vu qu'on ne passe plus par eux pour lever des fonds, pour toutes ces ces start-up ne passent plus par eux pour lever des fonds. Et là, les ICOs ont déjà levé plus de 4 milliards. Donc ça, c'est quelque chose d'énorme. Et donc, voilà. OK? Donc on continue, on a encore quelque chose d'autre, et on parle encore d'une nouvelle bifurcation ici du Bitcoin. Et là, il y aurait un nouveau Bitcoin qui devrait arriver, ce serait le quoi? Donc après le SegWit 2X qui a été raté, on parle de United Bitcoin. Et donc là, c'est encore quelque chose de grand. Apparemment, cette bifurcation aurait déjà eu lieu le 12 décembre au bloc block 8, donc 4, 9, 8, 7, 7, 7. Et comme on dit, ben voilà, ce serait un bloc maintenant qui aurait des capacités de 8 mégas, donc de 8 MB. Et donc là maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, il y a eu cette bifurcation, et là ce serait un nouveau Bitcoin, donc le United Bitcoin, donc le UB. Mais maintenant quoi? Là, ils vont encore bien plus loin. Mais là, moi, quelque chose. Vous voyez ici, il y a le white paper qui explique tout cela. Et donc là, ici, vous voyez les personnes qui sont à la tête de cette bifurcation, ainsi de suite. Et comme ils disent que cela va réellement, comme on dit, ce serait vraiment influencer la communauté et créer une crypto gold, donc un crypto gold standard, donc un nouveau patron or. Donc là, c'est quelque chose de très fort. Rappelez-vous, le patron or a été enlevé par le président Nixon en 71 exactement, et est rentré en effet, vraiment été effectif en 73. Et c'est depuis là qu'on est rentré, on va dire, dans l'ère pétrodollar et ainsi de suite. Mais donc voilà, donc maintenant pour eux, ce serait revenir à un crypto patron
or. Donc là, c'est quelque chose de grand, donc je vous invite vraiment à lire ça, c'est quelque chose de très 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 important, et ça a un impact sur nous tous au niveau économique. 2018, il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans. Et un peu plus loin, je vais vous montrer une vidéo qu'il faut regarder absolument. Ok, donc là, ça va être en rapport avec quelque chose que j'avais déjà analysé lors des crypto-rapports précédents. Et c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas rentrer, vraiment y prêter attention. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Un autre article, on continue notre tour du monde. Maintenant, on va en Amérique latine et on parle du Bitcoin. Et on dit que le Bitcoin, maintenant, ce serait le nouveau New Haven. Donc, un New Haven, donc c'est quoi un Haven? C'est un port. Mais comme on dit, un safe haven, donc c'est un stock de valeur. Donc, en temps de crise, en temps problématique, en temps de crise économique, il y a un flux de personnes fortunées et elles vont toutes quoi? Elles mettent tout leur argent dans ce qu'on appelle un safe haven, donc un actif refuge. Et maintenant, bah, c'est quoi? Bah, c'est le Bitcoin. Dû à quoi? L'hyperinflation que souffrent des pays comme au Venezuela, dû au Bolivar, et ainsi de suite. Donc, on a vu énormément de personnes aller vers le Bitcoin. Et rappelez-vous aussi que là-bas, M. Maduro, donc le président, a dit qu'ils allaient lancer leur propre crypto qui était backé, donc appelé le pétro, qui va être backé pardon, par le pétrole, le diamant, l'or et pas mal de choses. Et donc voilà, donc là, ce qu'il y a que maintenant, bah, tout ce qui s'est passé là-bas, bah, tout le monde maintenant est en train de rentrer fortement dans les cryptos. Rappelez-vous, ceci est le cas au Zimbabwe avec les problèmes de leur devise fiat nationale. Et donc voilà exactement ce qui est en train de se passer maintenant. Donc là, bah, les cryptos ont trouvé une utilité, vu que là-bas, c'est une question de vie ou de mort, on peut dire ça comme ça. Donc continuons notre tour du monde. Et là maintenant, on va où? On va en Russie. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Rappelez-vous, la plus grosse banque, la Sberbank. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Que cette banque-là maintenant a commencé à faire des transferts d'argent en utilisant le IBM blockchain. Donc là aussi, on va y revenir. Et là, j'en parlais bien plus dans le rapport. Donc ça, ceux qui sont dans les formations, dans la formation d'initiation à la finance, ainsi de suite, vont pouvoir avoir droit à cela. Je suis en train de préparer, ça va être un gros rapport dans lequel on va montrer, comme je dis, lancer aussi ce thème de crypto-fonds où il n'y a pas que le Bitcoin, il n'y a pas que les cryptos, mais il y a toutes les compagnies qui sont autour. Et ici, vous voyez bien que IBM a lancé son blockchain. IBM est une compagnie publique qui fait partie, qui trade au New York Stock Exchange, une compagnie technologique, bon, tout le monde connaît IBM. Et là, maintenant, ils ont lancé leur propre blockchain. Et avec une compagnie comme IBM était déjà en train d'utiliser pas mal de crypto, donc ouais, ils étaient affiliés, donc il y avait des utilités avec le Ripple, et donc là vous voyez que le IBM Built Blockchain, donc ça s'appelle le Hyperledger, ben voilà, ça c'est déjà d'utilité, et une banque maintenant en Russie l'a utilisé, donc ça c'est quelque chose d'important aussi au niveau blockchain. Continuons maintenant, qu'est-ce que l'on a ici? On reste en Russie, et comme vous voyez que malgré le problème de régulation, rappelez-vous que le président Poutine, j'avais analysé ça il y a quelque temps dans un des crypto-rapports précédents, il parlait d'avoir un... Il y avait 5 points qui étaient très importants qu'il voulait par rapport aux cryptos. Il voulait que tout soit fait pour le 1er juillet 2018. C'était la régulation, registration de toute personne qui va aller dans l'activité minière, un plan de taxes, un plan pour les cryptos et un plan pour les ICOs et bien sûr un plan de régulation pour le Bitcoin et les autres altcoins. Et malgré cela, ben, vous voyez que la Russie va, comment dirais-je, veut se positionner comme un pool très important au niveau des fermes de mining. Pourquoi? Ils sont prêts, donc le gouvernement est prêt à travailler avec tout entrepreneur qui veut se lancer dans une activité minière de crypto en les invitant à venir en Russie. Donc rappelez-vous que la Russie a reçu beaucoup de souscriptions, enfin de, comment dirais-je, beaucoup de candidats veulent avoir droit à ces privilèges et bouger leur business minier directement là-bas en Russie, et la Russie est prête à travailler avec eux et leur offrir des avantages au niveau énergétique. Donc vous voyez que là c'est très très important, et donc malgré tout ce qui est en train de se passer, la Russie reste favorable. Donc malgré ouais, qu'au sein de leur gouvernement, il y a du pour et il y a du contre, mais là c'est une aubaine pour eux et c'est un business qu'ils ne peuvent pas laisser passer. Ok, donc voilà, l'article est là et donc lisez-le, c'est très important. Et maintenant on va à Hong Kong. Et qu'est-ce qu'il y a maintenant? Hong Kong maintenant est en train de parler quoi de la nature non régulée des futurs du Bitcoin. Rappelez-vous, les futurs du Bitcoin de la CBOE, donc du Chicago Board of Option Exchange, est apparu dimanche dernier, donc c'était le 10. Maintenant, cette semaine-ci, on aura quoi? Donc demain dimanche soir, on aura le CME qui va lancer son contrat futur. Les deux contrats futurs, donc qui sont des dérivés, sont ce qu'on appelle des cash settlements, ce qui veut dire à échéance du contrat futur, on ne reçoit pas un Bitcoin, mais on recevra du cash. Donc si le Bitcoin termine à 20 000 à l'échéance, on va dire, du contrat, donc peu importe la date qu'ils vont mettre, si c'est à 20 000, de recevoir un Bitcoin qui vaut 20 000, vous allez recevoir 20 000 $ dans votre compte.
Et tout simplement, comme ça, vous voyez que chacun d'entre eux a des spécificités. Donc là, je vous invite à faire de plus amples analyses et recherches à ce sujet. Mais vous voyez qu'à Hong Kong, maintenant, bah, des investisseurs d'Hong Kong peuvent avoir droit à cela. Donc là, c'est pour les larges institutions qui peuvent avoir droit à ouvrir un compte au CME, au CBOE et peuvent avoir accès à cela. Mais là, Hong Kong leur dit, bah quoi, attention. Maintenant, par rapport à ça, on va rester dans le Sud-Pacifique asiatique et maintenant on va en Corée du Nord et Corée du Sud, et vous voyez qu'il y a un super gros phénomène Bitcoin là-bas, et comme l'article dit là, c'est monsieur Richard Quest de CNN, comme il est en train de le dire, les personnes sont obsédées là-bas par le Bitcoin là-bas, c'est une folie, tout le monde trade le Bitcoin en Asie, donc rappelez-vous qu'il y a énormément de volume, tout le volume que vous voyez au niveau du Bitcoin, principalement vient d'Asie, première monnaie c'est le yen japonais, deuxième monnaie le won sud-coréen, et ensuite vient le dollar et ensuite l'euro, mais volume énorme pour les cryptos là-bas en Asie, surtout dans cette région ici, Sud-Pacifique. Rappelez-vous, depuis la chute, enfin pas la chute, depuis le ban de Chine en septembre de la PBOC, donc le Public Bank of China, depuis ce ban-là, toute l'activité grandement minière, ICOs, exchange, ainsi de suite, boum, a rebalancé dans cette zone. Donc Corée du Sud, Singapour, Hong Kong, et ainsi de suite, et le Japon qui est là juste en face. Ok, donc voilà, donc une très bonne vidéo où ils expliquent bien cela. Donc là, je vous invite à pouvoir la regarder. Ne vous inquiétez pas, comme vous avez vu, vous allez avoir tous les liens disponibles. Maintenant, on reste là et on va voir que, comme vous avez vu, cet engouement très fort au niveau du Bitcoin en Corée, donc dans les deux Corées, du Nord et du Sud. Mais ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème avec le ministère de Justice qui est en train d'essayer de quoi d'émettre, comme vous voyez ici, des rapports au niveau du ban du Bitcoin. Vous voyez, parce que là, ça crée énormément de problèmes. Vous voyez qu'il y a toujours un problème au niveau de la régulation. Certains sont pour, d'autres sont contre, mais comme je vous dis, la bête est une bête sauvage. Là, c'est quand on parle du Bitcoin et sa nature volatile et comment dirais-je non régulé, ben, ça fait quand même peur aux autorités, ça fait peur au gouvernement, mais on ne peut pas stopper ce buzz, on ne peut pas stopper l'engouement du public vu qu'on y a quand même accès avec ou sans leur accord. Donc voilà, donc là c'est toujours quelque chose qui va perdurer et qui va rester là. Maintenant continuons, et maintenant qu'est-ce qui se passe? On reste toujours en Corée, et là comme vous voyez ici, il y a, on avait bien vu que le ministère de Justice dans l'article précédent, pardon, parlait de quoi? Parlait de cette problématique au niveau du Bitcoin, mais malgré cela, vous voyez qu'ici que le petit investisseur coréen, qu'est-ce qu'il fait? Il préfère acheter du Bitcoin que d'acheter une action. Pourquoi? Parce qu'il voit le Bitcoin comme un store of value, donc un stock de valeur, et les actions bah, ne montent pas assez. Comme je vous l'ai dit, moi-même en tant qu'analyste, en tant que consultant, en tant que IB, broker, ainsi de suite, lorsque je suis dans des institutions, lorsqu'on a nos réunions, et je le dis toujours, et je n'arrête pas de le dire à mes compagnons ici, et c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas, même aujourd'hui j'étais à une réunion d'or pour des investissements en or, il y avait pratiquement personne, tout le monde est passé au crypto. Et comme je le dis, lorsqu'on a un actif qui monte plus de 2000%, c'est l'or, l'or, les actions, même les trades qu'on a fait avec Apple ou tout ce que vous voulez ne n'ont pas donné ce type de rendement. Donc tout le monde cherche à mettre son argent quelque part, le garder en banque avec des taux d'intérêt trop bas. On n'a pas de rendement avec les produits banquiers. Donc là, les cryptos arrivent comme du pain béni pour tout le monde. Donc là, c'est ça. Donc là, il faut comprendre que même l'or n'a pas eu ces rendements-là, même si c'est aussi c'est trop lent. Et les cryptos, on a des rendements en double digit, donc c'est-à-dire des rendements de 10%, 15, 20, 30, 40, tout ce que vous voulez à la semaine. Donc là, c'est terrible. Donc ouais, ça dépasse tout benchmark. On ne sait même plus sur base de quel indice. Quand on regarde les rendements, par exemple, du S&P 500, ce que nous on fait en tant qu'investissement alternatif, on va dire money manager bien plus actif, donc essayer de battre les performances. Pour vous qui êtes en France, ce serait quoi notre but à nous? C'est de battre toujours les performances du CAC 40, du DAX allemand, du S&P, du Dow Jones, ce que vous voulez, mais avec les retours qu'on a avec les bitcoins, on a battu ça terriblement. Ok, donc là on est en train de parler de 100%, de 200%, de 300% dans un trimestre, même voire à l'année. Donc là, c'est terrible. Imaginez-vous s'il y avait des personnes qui avaient investi, je dis bien investi et non tradé, investi au début de l'année dans le Bitcoin, comme certains de mes clients étaient, on va dire, printemps, été, automne 2016, lorsque le Bitcoin était en dessous des 700 dollars. Donc là, c'est énorme ce type de retour, et là aucune action peut faire ce retour, et comme le dit l'article, vous allez voir bien plus bas que les retours qu'offrent les cryptos étaient bien plus grands que le Kospi. Le Kospi, c'est quoi? C'est le stock market coréen. Et donc là, c'est des retours, même en volume de trade, ça a dépassé cela. Et donc ça, c'est énorme. Ok. Donc voilà. Donc en Corée du Sud, folie du Bitcoin et des cryptos.
entre autres. Là maintenant, on reste toujours en Corée et là c'est quoi? Ben, la régulation. Donc ici, Korean regulation fails to shake Bitcoin market. Pourquoi? Malgré le fait d'être, comment dirais-je, d'essayer de réguler, de serrer, commencer à serrer et être bien plus dur avec les exchanges, cela n'empêche pas, ne va pas arrêter le petit investisseur, comme on l'a vu dans l'article précédent, d'investir et qui est toujours du volume. Donc malgré la régulation, ça n'arrêtera pas. Rappelez-vous aussi la semaine passée, j'étais en train de vous parler de cela par rapport à la Chine, que maintenant il y a eu des bans sur les ICO, quelques exchanges ont été fermés, bannis, ben, les personnes continuent à trader en OTC, vu que quoi, vous pouvez trader de votre wallet au wallet d'une autre personne. Donc voilà, comme ça, avec les codes QR, avec les adresses des wallets. Donc ça n'empêche pas les personnes de continuer à trader. Et à ce niveau-ci, je pense qu'il n'y a plus rien à faire. C'est déjà allé bien trop loin. Ok, donc ça, cet article est en relation avec l'article précédent. Et maintenant, on va où? On va s'intéresser à Monsieur Charlie Lee. Charlie Lee, c'est quoi? Bah, c'est le fondateur du Litecoin qui était à Coinbase, qui travaillait là-bas. Et maintenant, bah, qui a laissé tomber Coinbase pour lui monter son Litecoin, et ainsi de suite. Et comme il dit ici, bah, lui dit que Japan and South Korea regulations are good for Bitcoin. Donc il dit que pour lui, que les régulations que l'on voit au Japon et en Corée du Sud, bah, pour lui, c'est bien pour le Bitcoin. Pourquoi? Bah, parce que ça va donner un je vais pas dire un semblant de sécurité, mais ça va amener quelque chose et ça va ouvrir encore la porte à d'autres produits. Donc, rappelez-vous qu'au Japon, le Nikkei va lancer bientôt aussi son futur sur le Bitcoin. Donc, vu qu'il y a de la volatilité, ben, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'il y aura bien plus d'acceptation pour les ICOs et le business va pouvoir continuer. Donc, l'activité minière, les ICOs, levée de fonds et d'autres cryptos. Et il dit que voilà, qu'il y a un middle ground. Donc, on va dire, voilà, il y a un juste milieu avec, comment dirais-je, régulation et non-régulation. Donc pour lui, pour Monsieur Charlie Lee, ben, c'est bon. Donc là, je vous invite à lire tout l'article afin de voir les thèses et les points qu'il défend. Continuons maintenant dans notre tour global. On va en Inde. Rappelez-vous, en Inde, il y avait beaucoup de problèmes au niveau des exchanges, au niveau du trading, du Bitcoin, ainsi de suite, régulation. Toujours ce gros problème, rappelez-vous, c'est le problème majeur, régulation. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? On dit qu'en Inde, les investisseurs sur Bitcoin, maintenant, face, donc ils pourraient commencer à payer des taxes sur la Bitcoin, enfin, des taxes sur la vente et les gains qu'ils vont faire grâce au Bitcoin. Donc, par rapport ici, quand on parle de ça, c'est-à-dire au profit. Vu que pour le moment, tout le monde sait quoi? C'est buy low, sell high. Donc, on achète à bas prix et on revend plus haut. Donc, j'achète maintenant à 18 000, je revends à 20 000 et sur cette plus-value là donc de 2 000 $, eh ben, j'aurai à payer un impôt, donc des taxes. Donc là, voilà le gros, voilà ce qui arrive maintenant en Inde. Donc ça, je vous invite toujours à lire l'article pour en avoir bien plus de détails. Et voilà, c'est un deuxième article ici qui vient compléter l'article suivant. Donc les autorités ben, vont maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient encore plus loin. Ils ont été payer une visite aux exchanges de Bitcoin, bah, comme c'était le cas pour Coinbase aux États-Unis qui devait donner on va dire les transactions des clients. Bah, maintenant, bah, il y a eu la même chose en Inde. Ils ont déjà commencé à aller voir les exchanges, déterminer quels étaient les exchanges. Et donc, il y aura une suite par après. C'est quoi? Donc, vu qu'ils vont visiter des exchanges, ils savent quand on est à un exchange, donc bien sûr, il y a des clients. On sait que les clients sont actifs, donc ils sont en train de faire des trades, donc des ventes et des achats, comment dirais-je, de manière très active, de manière euh, comment dirais-je, quotidienne, donc très sporadique. Donc à partir de ce moment-là, on va pouvoir avoir accès à leurs actions, enfin à leurs transactions, et on saura bah, qui a acheté, qui a vendu, qui est en plus-value, qui est en perte. Et donc par rapport à là, ça va être bien plus simple pour l'autorité des taxes. Donc voilà ce qui se passe en Inde. Donc là maintenant, taxe sur les plus-values, des gains, des transactions Bitcoin. Maintenant, on reste toujours dans cette région asiatique et on va où? Aux Philippines. Et maintenant, vous voyez que la Banque centrale de Philippines, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de revoir des applications pour 12 exchanges, donc des bourses Bitcoin. Vous voyez qu'il y en a 12 nouvelles qui voulaient rentrer, comment dirais-je, donc en commerce, pouvoir offrir du trading à sa clientèle là-bas aux Philippines. Ben maintenant, vous voyez que la Banque centrale est en train de revoir toutes ces applications. Et bien sûr, là, d'entrée de jeu, elle va pouvoir revoir le tout avec quoi? Régulation à l'appui. Donc, vous voyez que partout, c'est en train de réellement de créer. Il y a beaucoup d'engouement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer à ce niveau-là. Donc, toujours au niveau régulation, banque centrale, autorité maximale, financière, impôts, tout ce que vous voulez, fisc, au niveau du Bitcoin. Et là, maintenant, ben, on reste là-dessus. Et donc là, voilà, ça c'est encore un article qui rejoint l'article précédent. Donc là, donc, j'avais introduit l'article philippin entre les deux, mais ça rejoint l'article indien. Donc c'est exactement la même chose, des investigations et des raids sur des Bitcoin Exchange. Donc maintenant, on va au Proche-Orient et on va où? À Israël.
Et là, c'est le Premier ministre, Monsieur Benjamin Netanyahu, qui est en train de parler ici des cryptos. Et ici, qu'est-ce qu'il en pense, lui, exactement? Pour lui, comme il dit, Bitcoin est en train de monter. Et la montée du Bitcoin va faire en sorte que les banques sont destinées à disparaître, comme il dit. Donc, rappelez-vous que le Bitcoin et le blockchain, donc la technologie qui permet, enfin, la technologie qui est en dessous du Bitcoin, qu'est-ce que cela fait? Ça élimine complètement la tierce partie. Et dans ce cas-ci, la tierce partie, c'était quoi? Les institutions bancaires. Donc là, ça les rend obsolètes. Et donc là, maintenant, elles doivent se réinventer afin de pouvoir rester dans le nouveau paradigme dans lequel nous amènent les cryptos et le blockchain. Et selon M. Netanyahu, eh ben, voilà, les banques vont disparaître. Donc ça que vous voyez qu'il y a eu beaucoup de pourparlers, beaucoup de personnalités bancaires. Donc, je vous emmène toujours énormément de vidéos où vous voyez des personnalités bancaires qui sont en train de parler du oui, on est pour, non, on n'est pas pour, on est contre, oui, le Bitcoin, si, oui, c'est une bulle, oui, ça, mais vous voyez que tous sont d'accord sur le blockchain. Vous voyez que leur intérêt est de s'accaparer réellement le blockchain et de pouvoir en tirer profit ou devenir, donc vous avez vu déjà des banques comme UBS et pas mal d'autres qui viennent et vont lancer leur propre coin et même d'autres banques centrales qui pensent lancer donc la Fedcoin, le Kitecoin, le Gcoin, le crypto-rouble et ainsi de suite, le pétrole là-bas au Venezuela et utiliser le blockchain. Ok. Maintenant, on va en Russie un peu plus au nord. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Un candidat à la présidentielle. Qu'est-ce qu'il veut? Lui, il veut légaliser le Bitcoin. Donc, rappelez-vous, il y avait des personnes au sein du ministère, on va dire du gouvernement russe, certains étaient pour, d'autres étaient contre. Le président Poutine, lui, a réellement, comment dirais-je, mis des lois, vu qu'il y aura déjà des élections, je pense que c'est au printemps ou été prochain. Donc, ça se trouve qu'il ne sera plus là, mais déjà, il veut laisser ces choses-là déjà faites. Et vous voyez que d'autres, enfin, je vais dire, même pas ses homologues, mais d'autres candidats pensent déjà à réguler cela. Et rappelez-vous aussi ce qu'on a vu au niveau des ICOs. Et rappelez-vous ce qu'on a vu aussi au niveau de l'activité minière. Donc ça, c'est du pain béni pour la Russie. Donc, pour eux, être favorable à cela, ça peut être un plan électoral, une campagne électorale pour les futurs candidats. Et dans ce cas-ci, pour ce monsieur que vous voyez ici à l'écran. Ok, donc maintenant, continuons. Et on a vu un peu ce qui s'était passé lorsque c'était le stock de valeur dans les pays latino-américains, notamment au Venezuela. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va ici? On retourne au Venezuela et on va voir ce qui est en train de se passer. Et vous voyez que quoi? L'hyperinflation qui est là-bas, le bolivar vénézuélien ne vaut pratiquement plus rien. Et donc, dû à ce fait-là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Le Bitcoin est à une montée terrible. Rappelez-vous, je pense que c'est la semaine passée, ou il y a 2 semaines, lors du crypto trading, lorsque je vous parlais du côté du rapport entre le Bitcoin et l'énergie, donc une énergie, donc pétrole, électricité et ainsi de suite. Il y avait un ancien hedge fund manager, ancien Goldman Sachs de Wall Street, qui avait parlé de cela, qui disait que oui, qu'il y avait beaucoup d'activités Bitcoin au Venezuela. Ben, vous voyez que maintenant, ces articles viennent confirmer cela. Donc, énormément d'activités Bitcoin au Venezuela, dû à quoi? À la chute de la monnaie fiat. Et c'est ce qui risque d'arriver à toutes les fiat. Si le Bitcoin monte, vu que le Bitcoin aussi, qu'est-ce que l'on fait? C'est quoi le trade? Ici, le trade, c'est je vends mon bolivar pour acheter du Bitcoin. Donc, le trade est simple. Monter, Bitcoin monte, la monnaie fiat nationale descend. Donc, si le Bitcoin monte à des niveaux terribles et qu'on a de l'hyperinflation, ainsi de suite, que les personnes perdent la confiance en la devise fiat, que veut dire fiat? Fiat veut juste dire confiance. Donc le gouvernement a dit, ben voilà, moi je back cette monnaie, donc toi le peuple, vous le peuple, vous devez avoir confiance en nous et en cette monnaie qu'on vous présente comme étant un legal tender, donc avec ça qui a on va dire une valeur intrinsèque et avec ça vous pouvez faire vos achats et payer pour vos biens et services parce que nous on est derrière pour backer cela. Mais vous voyez qu'à partir du moment où le peuple qui est censé utiliser les notes de banque que vous voyez ici, ces notes de banque fiat, si le peuple perd la confiance dans cette devise fiat, eh ben, elle va vers des devises alternatives. Et dans ce cas-ci, ben, les crypto-devises, les crypto-monnaies, le bitcoin, gagnent largement les faveurs du peuple. Et donc, vous voyez exactement ce qui se passe. Maintenant, on reste en Amérique latine et on va un peu plus au nord. On va dans la partie nord des Amériques et on va au Mexique. Et qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? Que les autorités mexicaines disent que les ICOs sont illégales. Donc, la levée de fonds via crypto, monnaie, Bitcoin, Ethereum, que sais-je, est illégale. Et pourquoi? Et encore, ils viennent encore avec une autre note disant que quoi? Que les cryptos sont risqués. Pourquoi? Volatilité, non régulée, spéculation, beaucoup de risques, fraude, blanchiment d'argent, tout ce que vous voulez. Donc, voyez ça, vous le connaissez déjà, donc on n'a même pas besoin de s'attarder là-dessus. On entend ça toutes les semaines.
On continue. Et où est-ce qu'on va encore maintenant? On reste ici et on va voir un peu ce que disent les analystes. D'après eux, on parle d'une croissance exponentielle pour le Bitcoin. Et on dit qu'il y aura bien plus que le nombre d'utilisateurs de Bitcoin pourra atteindre les 200 millions en 2024. Donc là, ça va faire quelque chose de terrible. Vous voyez que au plus il y aura d'utilisateurs, donc ça veut dire quoi? Au plus il y aura de la demande pour le Bitcoin. Donc on verrait d'ici 2024 le prix du Bitcoin continuer à monter. Donc là, c'est ce qu'il y a. Donc rappelez-vous qu'il y a différentes phases. Je les avais énoncées la semaine passée. Je vous parlais que maintenant on était dans la phase réseau. Donc c'est-à-dire que le Bitcoin connaît une croissance réseau. Pourquoi? Il y a un buzz autour du Bitcoin. Tout le monde en parle, la même chose que Snapchat, Instagram, et ainsi de suite. Vous voyez que c'est ce côté réseau. Donc tout le monde rentre dedans, mais on n'a pas encore le côté utilitaire. Donc pour ceux qui ont suivi, il y avait le cofondateur de l'Ethereum, Vitalik Buterin, qui avait parlé de ça, qui dit oui, c'est bien tout ce qu'on a vu, oui, c'est bien la market cap, mais la fonction principale de la crypto, des cryptos, n'ont pas été atteintes. Et pour le moment, on n'est que dans un effet de réseau et dans un effet spéculatif. Le côté utilitaire n'a pas encore été mis en avant. On parle beaucoup du blockchain, mais avec il y a d'autres cryptos qui sont infravalués, bien sûr, par rapport au Bitcoin, qui, elles, remplissent réellement ses fonctions d'utilité. Et je parle de là du IOTA, je parle de là du Ripple et d'autres cryptos comme cela qui ont vraiment une utilité au sein du blockchain. Et vous voyez que des grosses entités, des grosses institutions sont déjà en train de l'utiliser, mais le Bitcoin accapare tous les feux d'attention et sur tous les spots, sur toutes les langues. Partout dans toutes les bouches, dans toutes les discussions, il y a du Bitcoin qui est là, mais c'est plutôt le côté spéculatif. Ah ouais, moi j'étais rentré à 1000, moi j'étais rentré à 3000, moi j'étais rentré à 5000, ah je suis rentré à 10 000, ah regarde maintenant c'est 18 000. C'est ce côté-là que l'on voit. Donc voilà. Maintenant, on continue. On va regarder ici une figure très connue quand même au sein de la communauté Bitcoin. C'est ce monsieur ici, monsieur Andreas Antonopoulos. Et là, il est en train de parler quoi au sujet de l'entrée des dérivés à Wall Street. Donc l'entrée des CME Futures du Bitcoin à Wall Street. Et donc là, il est en train de partager ici sa vue. Donc qu'est-ce qu'il en pense? Comment est-ce qu'il voit cela? Cette entrée d'argent institutionnel comment dirais-je, dans l'espace Bitcoin. Mais ici, vous voyez, un dérivé, donc c'est une exposition au Bitcoin. Et maintenant, ils ont la possibilité de shorter le Bitcoin. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est mettre un short, c'est une vente à découvert, c'est une arme secrète que nous, spéculateurs, nous utilisons. Vous voyez que la plupart des personnes, vous achetez bas pour revendre haut, mais Wall Street et ceux qui spéculent avec des dérivés, les dérivés nous donnent à nous la possibilité de faire les opérations inverses, c'est-à-dire de vendre haut et racheter plus bas. En d'autres termes, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que si le Bitcoin est à 20 000 et que de 20 000, il baisse à 16 000, nous, on peut rentrer à 20 000 et récupérer, on va dire, profiter de cette baisse. Donc, de 20 000 à 16 000, ce serait 4 000 dollars à la baisse et on peut capitaliser dessus. Et ça, c'est ce qu'offrent les dérivés aux États-Unis. Pourquoi aux États-Unis, ils n'ont pas accès aux dérivés auxquels nous avons accès ici en Europe? Donc, nous, ici en Europe, on a accès, quand je dis Europe, c'est Angleterre et Europe continentale et Asie, nous on a accès à ce qu'on appelle aux CFDs. Donc ce sont des contracts for difference et là ça nous permet de prendre des positions baissières, donc de faire du short selling avec effet de levier allant parfois de 10 à 15 à 1. Donc on peut juste déposer un 10% du prix du Bitcoin et avoir accès à une opération et bien sûr on peut le fractionner et faire tout ce qu'on peut faire avec. Mais aux États-Unis les CFDs sont interdits. Oui, donc là-bas, ils ont deux types comment dirais-je, de dérivés. Ce sont les options et après, ils ont les contrats futurs. Donc maintenant, ils ont déjà le numéro un, les options. Après viendront les ETF et après viendront quoi? Après viendront ben, bien sûr les options et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de choses auxquelles ils ont déjà accès. OK? Donc voilà. Donc là, il est en train de donner lui son avis par rapport à cela. Donc là, on continue. Et ici, si je ne me trompe pas, voilà, on reste toujours avec lui. Et là, maintenant, ici, il parle d'un autre côté, mais il parle de la communauté Bitcoin. Il dit que la communauté Bitcoin va... non, là, on parle de la communauté Bitcoin qui a fait une levée de fonds pour lui. Donc lui, il est en train de mener, enfin, il mène pas mal de choses, il est au front de pas mal de choses. Et donc, ce qu'il fait lui, c'est quoi? C'est de l'éducation. Donc, il est en train vraiment d'éduquer les personnes vis-à-vis du Bitcoin et vis-à-vis du blockchain. Et donc là, sa propre institution, son organisation, ainsi de suite. Et donc là, il y a une levée de fonds grâce à lui, enfin, qui a été faite pour lui de 1,6 million de dollars. OK? Donc voilà.
Maintenant, continuons et on va s'arrêter sur cet article, parce que cet article est très important. Donc là, dans notre vue globale, on va s'arrêter au Portugal et la banque au Portugal a émis, comment dirais-je, un holà pour dire attention à l'euphorie que génère le Bitcoin, et elle a parlé aux banques et aux brokerages, donc c'est-à-dire toutes les entités qui offrent des produits dérivés, donc les brokerages. Donc ici, vous voyez que nous ici, on a accès à des dérivés, donc notamment des CFD, et là, la banque a mis un holà. Et là, j'aimerais énormément m'arrêter ici dessus. Pourquoi? Parce que c'est très important de voir cela, parce qu'il faut être conscient des chiffres et d'après l'étude qui a été faite, non uniquement par la banque centrale, on va dire par l'autorité des marchés financiers au Portugal, qui est la CMVM, mais par la ESMA, qui est l'autorité des marchés financiers européenne. Donc vous qui êtes en France, vous avez la AMF par exemple. Nous ici en Espagne, on a la CNMV. Et là, c'est quoi? Cette autorité des marchés financiers a émis des chiffres de quoi? De pertes. Donc 80% des investissements vont directement à ce qui est une perte totale. Ce qui est dans, comment dirais-je, les vidéo module initiation, vous savez bien qu'on parle des 90, 90, 90. Donc là, vous savez exactement c'est quoi. Donc ça veut dire quoi? C'est 90% des traders perdent 90% de leur capital dans les 90 premiers jours. Donc dans les 3 mois, les personnes se trouvent à sec. Pourquoi? Dû à manque d'éducation financière, et vu que ici on a accès aux produits qui sont des produits très volatiles, donc qui sont les CFDs, donc pouvoir mettre un petit dépôt mais contrôler un plus grand lot en termes de valeur et d'euros, de dollars d'un actif sous-jacent, donc peu importe que ce soit Bitcoin, l'action d'Apple ou ce que vous voulez. Et donc là, ça mène à des pertes. Pourquoi? Parce que les personnes ne savent pas faire un money management correct, ni un risk management correct, et ils ne savent pas comment trader avec ce type d'instrument à fort effet de levier. Et comme vous voyez ici, de keywords, donc la chose étant quoi? C'était quoi? High leverage. Donc quoi? Le levier, très important. Et là, on là, c'est au niveau européen. Donc il y a déjà de tout au niveau des investissements qui ont été faits. 80% de tout cela a mené à des pertes. Donc 80% de tout ce que vous voyez au niveau des investisseurs dans les cryptos sont en train de perdre. Ok, donc voilà, il ne faut pas se laisser avoir par l'engouement du net. Sur le net, on fait énormément de buzz, il y a énormément de publicité, ou ici, ici, ça, ça. Non, et là, je vous le dis aussi, moi, je participe à ce que sont, on va dire, j'ai un pied. J'ai eu mes pieds dans le monde des brokers, ainsi de suite, donc je sais ce qui se passe, je vois les comptes clients, j'ai géré des comptes clients, je vois exactement ce qu'il y a derrière, et je peux vous dire que la plupart des personnes sont en train de perdre. Quand je vois ce que certains clients viennent me dire, ils ne savent rien et ainsi de suite, et je vois comment ils commencent et je vois dans quoi ils se lancent, ben je peux vous dire que ces chiffres-là sont réels. Actuellement, en Espagne, les chiffres sont de 83%. Ouais. Et là, déjà, rappelez-vous qu'on avait quoi? Accès au CFD. Ça a été introduit ici, on va dire en Espagne et un peu partout en Europe en 2008. Et en Angleterre, bien avant, vu que c'est en Angleterre que c'était créé. Mais ici, en Europe continentale, c'était en 2008, notamment en Espagne. Donc 2008, tout le monde sait ce qui s'est passé en 2008. Alors maintenant, imaginez-vous, là, c'était le côté Forex. Tout le monde allait trader les devises. Mais maintenant, on a les cryptos en plus qui sont bien plus volatiles que les devises. Les devises sont très peu volatiles. Il n'y a plus de volatilité dans les devises. Pourquoi? Même pas pourquoi. C'est pour cela que les personnes prennent beaucoup plus de levier. Pourquoi? Pour rentabiliser la valeur du PIB. Donc c'est le Price Interest Point. Donc pour augmenter cette valeur-là, on prend un bien plus gros levier. Donc dire avoir un point à 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros. Mais maintenant, on peut faire pareil avec les cryptos. Alors maintenant, ce que vous voyez, la volatilité des cryptos comme le Bitcoin qui peut bouger 2000 à 3000 dollars en une seule journée. Imaginez-vous les catastrophes. Et donc là, les catastrophes sont grandes. Donc là, la ESMA, l'autorité des marchés financiers européens, nous le dit. Et voilà, 80% de pertes. Donc cet article est très important. Lisez-le et faites vos propres recherches. Ok? Continuons maintenant. Et maintenant, on continue notre tour global. Et on va où? On va en Australie. Et qu'est-ce qui se passe en Australie? Oui, ici maintenant quoi, il y a une régulation qui est arrivée, on va dire une loi, donc une obligation que tous les exchanges Bitcoin en Australie doivent, donc must now register at Financial Intelligence Agency. Donc ils doivent tous passer par l'agence d'intelligence financière. Donc vous voyez que là, ils sont supervisés, donc en d'autres termes, ils sont régulés. Ok, donc voilà, donc les thèmes de régulation étaient global, et maintenant bah, ça arrive en Australie. Oui, on peut, mais sous certaines conditions, et la condition est celle-là. Ok, et la suivante. Maintenant,
on va continuer toujours dans ce thème de régulation et on va regarder quoi? Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des gros problèmes de fraude. Vous voyez que, rappelez-vous, il y a, je pense, 2 ou 3 semaines, je parlais d'un groupe de traders qui venaient aller dans les exchanges et faisaient ce qu'on appelle des pumps group, donc des boiler rooms. Boiler room, c'est quoi? Donc, boiler, c'est-à-dire bouillir. Ils faisaient des quoi? Des groupes dans lesquels ils parlaient d'une certaine crypto pour faire ce qu'on appelle un pump. Donc un peu ce que faisait Monsieur Jordan Belfort dans le Loup de Wall Street. Donc c'est-à-dire quoi? Créer un buzz autour d'une crypto afin que son prix monte. Mais eux, c'était eux qui avaient déjà préviamente acheté un gros paquet de cela. Donc histoire de quoi? De pouvoir le revendre à un plus haut prix à d'autres personnes. Et ça a été fait, comment dirais-je, à l'exchange Bitrex. Donc maintenant, il y a des problèmes. Pourquoi? Vu qu'il y a des leaked documents, donc vous voyez qu'il y a des documents qui ont été publiés qui montrent réellement ce qui est en train de se passer au niveau de cet exchange et qu'il y avait des individus qui étaient en train de faire ce type de scam, donc ce type de fraude. Donc vous voyez que le côté fraude reste toujours là. Donc on va terminer par ces 2 notes de fraude. Donc là, les pump and dumps Arbitrex. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a encore? Un autre scam, qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc encore une autre fraude et il y a encore pas mal de fraude ici qui se passe au niveau de Bitcoin. C'est quoi des scammy ads, donc des scams, donc ce sont des fraudes, donc des ads, donc ce sont des publicités frauduleuses qui sont en train de, comment dirais-je, de se passer maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Bah, vu la montée en force du Bitcoin, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de publicités qui tournent autour du Bitcoin et ces publicités-là, bah, la plupart, bah, il y en a beaucoup qui sont des fraudes, donc encore beaucoup de problèmes. Donc faites très 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 attention dans ce que vous voyez. Donc pour ouverture de wallets, exchange ou quoi que ce soit d'autre, où on vous promet je ne sais pas quoi comme retour, faites super attention. Ok, donc ça, c'est la grosse ligne. Maintenant, pour calmer un peu, vu qu'on a vu pas mal de choses, on va aller regarder un peu quelques vidéos avant de rentrer dans tout ce qui était, dans tout ce qui est euh, institution et banque. Là, qu'est-ce qu'on voit? Bah, ici, il y a eu un gros débat. Donc aujourd'hui, je venais d'une réunion, on va dire d'une réunion d'un petit événement à la maison des Goussas, donc maison d'or, où on parlait d'or. Et avec le directeur de là-bas, bah, on parlait, bah tiens, il dit, bah tiens, ça fait longtemps qu'on ne te voit plus ici, qu'est-ce qui se passe? Je dis, bah non, c'est pas qu'est-ce qui se passe, c'est que maintenant, bah, les retours que propose l'or n'est pas intéressant pour les investisseurs et tout le monde va aller quoi? Bah, vers les cryptos. Donc vous voyez ici les cryptos contre l'or et les stocks d'or. Donc vous voyez qu'il y a qu'est-ce qui est en train de se passer? Ben, il y a une grosse discussion. Et ici il y a Monsieur Jeff Berwick qui est le rédacteur en chef et un investisseur très connu du Dollar Vigilante qui en parle avec un invité ici, donc Colin Kettle. Et donc là voilà, ils vont parler un peu du thème trading, investissement, tout ce qui rejoint l'or et face aux cryptos. Donc ça c'est très intéressant. Donc vous avez le lien et vous allez pouvoir regarder cela. Donc maintenant on continue. Et qu'est-ce que l'on a ici? Et maintenant ici c'est un truc très intéressant sur lequel je vais revenir demain lorsqu'on va faire le crypto trading pour le Bitcoin. Et ici cette vidéo ici de Trading Nation à CNBC, ça parle de quoi? Ça parle de comment profiter de la montée du Bitcoin mais sans pour autant investir dans le Bitcoin. Et là comme vous avez vu, rappelez-vous, je vous en parlais déjà la semaine passée, donc voilà, même à Washington on en parle. On parle du côté électricité et énergétique. Donc quoi? Le Bitcoin est monté déjà super super haut, mais il y a des choses qui sont en train de monter avec le Bitcoin. Le Bitcoin consomme énormément d'énergie, l'activité minière consomme énormément d'énergie. Donc qu'est-ce qu'il y a? L'électricité est en train de monter. Donc si l'électricité monte, les compagnies d'électricité, il y aura un boom et il y aura cette tendance-là. Donc là ici, c'est ce monsieur Larry McDonald qui est en train de parler de cela. Donc on parle d'électricité, du gaz, donc il y a des ETF dans lesquels on va pouvoir jouer, l'uranium, vu qu'on a besoin de ça, rappelez-vous, les cartes graphiques et ainsi de suite. Donc tout ce que vous voyez ici dans cette vidéo, moi je vais reprendre ça dans le rapport que je vais faire, donc le crypto rapport qui va être fait ici pour les abonnés et on va essayer de mettre aussi un prix qui va être assez attractif et intéressant afin que d'autres personnes qui ne sont pas dans les crypto rapports puissent aussi avoir ce type de rapport et c'est un rapport que je vais faire de manière mensuelle donc un rapport qui va être très 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 complet dans lequel on va parler de beaucoup de choses donc le Bitcoin, bien principalement le Bitcoin, les cryptos et on va parler des compagnies technologiques, les compagnies qui sont comment dirais-je, qui s'intéressent au blockchain donc voir aussi le trading, donc vraiment avoir un portefeuille, un crypto portfolio donc bien diversifié, pas uniquement Bitcoin ou Bitcoin Cash ou que sais-je, mais qu'il y a aussi d'autres choses. Donc vous voyez qu'avec cette montée des cryptos et surtout de blockchain, il y a une belle tendance haussière qui s'annonce pour pas mal d'autres compagnies. Donc on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir profiter de cela donc dans des secteurs auxquels beaucoup de personnes n'y penseraient pas. Ok, donc là vous voyez que là cette vidéo, bah, regardez là, on parle des choses très intéressantes.
Maintenant, on a fini notre tour global et maintenant on va s'intéresser dans la dernière, on va dire demi-heure, on va faire l'aparté banquier et institution et on va commencer directement ici à la page très importante. Donc si vous ne la connaissez pas, regardez là, c'est distributed.com. Donc c'est Distributed Ledger, donc le DLT, donc réellement ça parle du blockchain. Et ici on parle de quoi? De 6 banques majeures qui ont développé une solution Ethereum sur l'Ethereum blockchain et ils ont fait ça quoi avec les régulateurs de la UE. Donc là, ces 6 banques-là sont très grandes. C'est quoi? C'est Barclays, Credit Suisse, KBC, SIX, Thomson Reuters et UBS. Et ça, c'est en vue donc la renégociation des MiFID. Et là, en gros, ils vont faire quelque chose de très 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 gros, quelque chose desquels moi j'étais en train d'en parler il y a un bout de temps. Quand je parlais avec mes clients, c'était pas une rigolade. Je disais, écoutez, demain, on va avoir la bourse mise sur le blockchain, ce qui fait que la bourse va être non-stop, va être en continu, comme ce que l'on a avec les cryptos. Et là, vous voyez, là maintenant, c'est déjà fait, ils sont en train de le faire, ils vont le lancer en 2018. Et il y a quoi? Ben, ils ont commencé à utiliser tout cela. Et comme vous voyez ici, ils sont sur le blockchain Ethereum et ça va utiliser les smart contracts. Donc maintenant, la bourse, les actions et tout ce qu'on a aujourd'hui, donc tout ce qu'on connaît aujourd'hui, tout va être sur base de smart contracts. Et il y a déjà 6 grosses institutions financières qui sont en train de travailler afin de pouvoir faire cela. C'est un projet qui va être, ils vont continuer à le développer et ça va être mis en action. Vous voyez ici, vous voyez que là, ça va être mis en application. Donc déjà, le MiFID 2 va être mis en application à partir du 3 janvier 2018 et aussi ce qu'il y a, donc tout ce qui est au niveau des marchés. Donc là, ESMA, donc c'est European Securities and Markets Authority, donc là, va adopter cela, plus le MiFID 2, afin de voir maintenant comment est-ce qu'on va pouvoir avoir la bourse. Donc, vous voyez, tout ce qui est la bourse mise de manière over the counter, donc c'est-à-dire utiliser des smart contracts et le tout sur le blockchain. Donc là, c'est en train de se mettre en place. Donc là, ça va être une grande annonce. Vous voyez que tout est en train de changer, même pour nous au niveau du trading. Alors maintenant, notre ami CEO de JP Morgan Chase, M. Jimmy Dimond, est sorti de son silence. Et qu'est-ce qu'il dit? Ben, il dit qu'il continue à être sceptique toujours au sujet du Bitcoin, malgré qu'il y a les Bitcoins futurs. Mais comme il a dit, il va aider les clients qui veulent trader cela. Ben, il va les aider en les aidant. Ben, rappelez-vous que JP Morgan Chase aussi joue le rôle de prime broker. Donc voilà, donc c'est aussi un broker pour des grosses institutions, pour des gros hedge funds. Eux, ils ne passent pas par des petits brokers, ils passent par des gros brokers, comme c'est le cas d'une institution comme celle de Monsieur Jimmy Dimon, donc dans ce cas-ci JP Morgan Chase. Mais il dit que lui, pour lui, personnellement, bah, lui reste sceptique par rapport à ça. Donc continuons ici, on va rester dans les institutions. Et maintenant, encore une fois, qu'est-ce qu'on a? On a Monsieur Jordan Belfort ici qui revient encore une fois à CNN avec Monsieur Richard Quest et il va encore nous parler des dangers du Bitcoin et ce que lui est en train, enfin ce que lui est en train de voir au niveau de quoi? Ben, au niveau des contrats futurs et ce qui est en train de se passer. Et là, il explique vraiment bien le mécanisme et le fonctionnement vu que rappelez-vous, lui, il était dedans, il sait exactement de quoi il est en train de parler et donc il explique exactement ben, ce que c'est donc très intéressant de pouvoir regarder cela et d'entendre ce que lui-même il a à dire par rapport à cela. Donc maintenant, on continue. Et maintenant, on va regarder une autre entité. Donc, c'est un monsieur, j'avais montré une vidéo de lui la semaine passée, c'est Overstock, donc le CEO de Overstock.com, une compagnie technologique là du Nasdaq. Et maintenant, vous voyez que cette compagnie-là, et qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu donc ses shares, donc c'est-à-dire quoi? Donc ses actions monter en prix. Donc, vous voyez comment ici, des actions montées de manière fulgurante. Pourquoi? Bah, parce que maintenant, il y a une news avec Morgan Stanley. Et cette news, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Elle est en train de dire que elle veut racheter Overstock.com et à un prix, donc elle veut racheter la compagnie Overstock.com et là c'est quelque chose qui va arriver, comment dirais-je, au courant en 2018 et vu que quoi, Overstock.com qui était très favorable dans son business en ligne, hein, donc c'est un vendeur, donc business en ligne, ainsi de suite, et bien sûr ils ont commencé déjà à accepter des paiements en Bitcoin, ainsi de suite, donc ce qui fait que ça a été donc ce business online a été fort plébiscité, leur business model, tout ça a monté fabuleusement bien, et maintenant vous avez une banque d'investissement comme Morgan Stanley, donc c'est l'équivalent d'un Goldman Sachs, qui maintenant elle dit que quoi, bah non, elle veut racheter Overstock.com, et ça, bah ça a fait que quoi, bah là, en voyant cela, bah, leurs actions ont commencé à monter fortement. Donc là, c'est une news
relié au Bitcoin, une compagnie qui offre un service Bitcoin à ses clients et elle voit cela monter. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le CBOE, donc le CEO, Monsieur Tilly. Donc le CBOE, c'est le Chicago Board of Option Exchange. Et rappelez-vous, le CBOE a lancé les dérivés, donc les futurs du Bitcoin la semaine passée. Donc c'était le 11 ou le 10, dimanche dernier. Et cette semaine-ci, donc demain dimanche, avec le CME. Et là, donc, il est en train de parler un peu de la première semaine de trading. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a vu et qu'est-ce qu'il en pensait. Et donc, voilà. Donc là, vous avez ses propres paroles, lui-même qui est en train d'en parler. Donc voilà, il va vous expliquer tout ce qui s'est passé et comment il a vu cette première semaine de trading. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On va rester ici avec des traders, on va rester ici avec des institutionnels. Et maintenant, on va parler du prix du Bitcoin pour 2018. Rappelez-vous, on est déjà pratiquement aux 19 000 maintenant à l'instant auquel je vous parle. Et comme je disais à mes clients, et comme j'en parlais lorsque j'étais en train de regarder, enfin lorsque je faisais l'analyse de Bitcoin, on en reviendra demain, que ça ne m'étonnerait pas, moi, de voir le Bitcoin pousser vers les 20 000 pour cette fin d'année 2017. Et pour l'année 2018, rappelez-vous ce que beaucoup d'investisseurs, de hedge fund managers, de traders disaient. On peut voir une correction dans le Bitcoin allant de 50%. Donc si le Bitcoin atteint les 20 000, il pourrait tomber jusqu'aux 10 000 et même plus. Mais cela n'empêche qu'après, ça va être une grosse occasion pour des grosses institutions de rentrer. Rappelez-vous, avec du levier, avec des produits dérivés. Et là, le prix du Bitcoin, sûr et certain, on aurait une résistance à 20 000, mais on pourrait pousser encore bien plus haut. Et pour eux, ils disent quoi? Q4, et ils pourraient atteindre les 100 000 dollars. Donc là, c'est encore quelque chose de terrible. Donc ce trader-là a parlé du Bitcoin à 10 000 pour le Q4 de cette année-ci 2017 et dit que pour l'année prochaine, ça peut encore aller bien plus haut. Ok, donc voilà, il parlait du Bitcoin à 10 000 lorsque le Bitcoin était à 4 000. Et là, maintenant, bah voilà, là, c'est quelqu'un on prend son avis en considération vu ses bonnes analyses. Donc pour lui, Bitcoin 100 000. Et ici, un autre trader. Et là, c'est quoi? Enfin, là, ce sont des venture capitalistes. Et pour eux, ils voient le Bitcoin à 50 000 l'année prochaine. Donc vous voyez que le Bitcoin monte terriblement et tout le monde est très 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 enthousiaste. Et donc vous voyez que même les venture capitalistes qui ont vu leur business, on va dire, secoué fortement dû la compétition que leur offrent maintenant les ICOs, ben malgré ça, eux, ils voient le Bitcoin continuer à monter et ils le donnent à 50 000. Ok, donc voilà. Maintenant, pour détendre un peu l'atmosphère, on va regarder, enfin, on va pas les regarder, mais je vous apporte quelques vidéos. Rappelez-vous les Winklevoss, de qui je vous ai montré que je vous avais montré la semaine passée, qui les Winklevoss sont les premiers milliardaires en Bitcoin. Ils avaient acheté pour 11 millions de Bitcoin en 2013 ou 2014, je ne sais plus quand exactement. Et maintenant, ils voulaient déjà lancer des ETF. Et là, maintenant, ben, leur holding en Bitcoin ont fait qu'ils sont devenus milliardaires maintenant. Et rappelez-vous aussi les prix du CBOE. Donc, comment dirais-je, ce sont eux avec leur exchange Gemini. Donc, Gemini, ce sont eux qui font la fixation du prix. On va dire quoi? On va dire que ouais, le Gemini co-founder, donc le Gemini, donc qui est leur exchange, ce sont eux qui donnent accès au prix du Bitcoin pour tout investisseur qui irait investir sur le futur du CBOE. Donc voilà exactement la relation qu'ils ont avec le Bitcoin et ils continuent à investir dedans. Et maintenant, bah, pour ceux qui ne connaîtraient pas, enfin qui ne connaîtraient pas les Winklevoss Brothers, c'est eux qui ont attaqué Monsieur Mark Zuckerberg en justice pour avoir dit que Facebook était leur idée et que Mark Zuckerberg leur avait volé. Donc voilà. Donc là, vous voyez que ce sont des personnes, comme je vous le disais, ce ne sont pas des inconnus dans le monde des investissements. Ils étaient là depuis bien, bien, bien longtemps. Ils ont sniffé, ils ont senti le bon coup avec le Bitcoin et ils sont rentrés dedans au bon moment. Ok, donc voilà. Donc des histoires pareilles. Vous pouvez toujours l'entendre, comme je vous disais la semaine passée, lorsque je vous parlais aussi de Roger Ver, qu'on appelle Bitcoin Jesus, qui est basé à Hong Kong. Lui aussi était un investisseur et vient de Silicon Valley. Il était là, il faisait déjà ses business et tout bazar, et ainsi de suite. Et donc, ce sont des personnes qui ont flairé le bon coup et sont rentrés à temps, mais avec beaucoup d'argent. Donc là, voilà exactement parce que ça fait. Ben, ça fait de des milliardaires et Roger Ver un multimillionnaire. Ok, donc là maintenant, on continue. Et comme ils disent, ben pour eux, la volatilité du Bitcoin, c'est pas grave. Et comme ils disent ici encore, donc là, c'est le deuxième des frères. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Ben, pour eux, le Bitcoin peut monter encore 20 fois. Donc, peut encore aller 20 fois plus haut. Et donc, vous voyez, ici, on caresse pratiquement les 20 000 dollars. Et pour eux, ils disent, ben, on peut aller bien plus haut. Donc, vous voyez que Bitcoin à 50 000, 100 000 et même plus, c'est très plausible. Rappelez-vous, la semaine passée, il y avait un article, je pense que je sais plus qui c'était, qui parlait du Bitcoin à 400 000 dollars. Donc, vous voyez que ça peut toujours continuer à monter. Donc là, je vous ai fait tout un chapitre avec les jumeaux Winklevoss. Et donc là, encore eux, comme ils disent, et pour eux, dans le long terme, ils disent que la
capitalisation de marché juste du Bitcoin va dépasser le trilliard. Donc rappelez-vous, maintenant on a le Bitcoin qui est au-delà des 300 millions de dollars. Et pour eux, ce serait quoi? Aller encore bien plus haut et atteindre le trilliard de dollars. Donc là, ce serait vraiment quelque chose de grand. Rappelez-vous que le trilliard de dollars, c'est énorme. Là, on parle de l'ordre de... Voilà, prochaine IPO d'une compagnie comme Aramco. Et ou bien on peut parler de quoi? Ben voilà, Apple. Apple qui est la compagnie la plus connue au monde, la plus grande au monde, donc qui a le plus de capital au monde, et aux alentours de 900 milliards de dollars. Et si son action continue à monter, elle va continuer à monter, elle va aller vers les 200 dollars. Si elle atteint 200 et plus, ben Apple serait déjà la première compagnie du monde à valoir 1 trilliard de dollars. Donc vous voyez un peu c'est quoi. Mais ça, au niveau du Bitcoin, ce n'est pas énorme comparé aux autres marchés. Quand vous comparez le marché de l'or qui est en trilliards de dollars, vous comparez la bourse ou vous comparez le marché de la dette d'État, ça ce sont des marchés qui valent plus de 50 trilliards de dollars juste pour le marché de la dette. Et le marché de la bourse, je pense que c'est une histoire de... C'est la moitié, c'est entre 20 trilliards et 25 trilliards de dollars. Ok, juste pour vous donner une idée, le Forex, c'est une histoire de 5 trilliards de dollars à la journée, et une banque comme JP Morgan Chase comment dirais-je, fait des transactions de 6 trilliards de dollars à la journée. BlackRock, qui est un asset management, a en AUM, donc Asset Under Management, une histoire de 6,2 trilliards de dollars. Donc vous voyez que le Bitcoin a encore du chemin à faire avant d'arriver à ce niveau-là. Mais vous voyez que à l'avenir, dans le long terme, ça promet. Donc maintenant, continuons. Qu'est-ce que l'on a ici? On a encore JP, voilà. Là, excusez-moi, ça vient un peu tard. Normalement, ceci devait être raccroché à l'article. Donc, vous voyez, quand il disait que Monsieur Jimmy Dimon, CEO de JP Morgan Chase, disait qu'il était sceptique, ben voilà, c'est la vidéo qui devait aller avec. Donc, vous voyez que vous avez vu, comment dirais-je, l'article, mais voilà la vidéo qui reprend mot pour mot ce qu'il a dit. Donc, voilà. Donc là, on va passer à la suivante, et maintenant on va rester dans les institutions et on va à la SEC. Donc la SEC, c'est quoi? C'est le régulateur, on va dire, c'est l'autorité des marchés financiers, donc l'équivalent de la AMF, mais ici aux États-Unis, qui parle de tout ce qu'il y a. Donc, quand on voit ici donc le côté bullish, donc la montée fulgurante des cryptos et du Bitcoin, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé à leur board un expert en coin, donc un expert en ETF et en dérivés, et ainsi de suite, pour réellement leur expliquer la nature sauvage de cette bête, et afin qu'ils sachent exactement ce qui est en train de se passer. Vous voyez, parce que là, c'est compliqué de venir réguler quelque chose lorsque vous-même vous ne comprenez ni le blockchain, ni les cryptos, ni ce que c'est. Donc vous voyez que maintenant à la SEC, ils ont contracté les services d'un pro, d'un expert, afin de leur expliquer réellement la nature de la bête qu'est le Bitcoin et les altcoins. Ici on reste à la Fed, et vous voyez comme on dit, la Fed, comme elle dit ici, la Fed parle de ce qu'est le Bitcoin. Elle dit qu'eux, ils ne sont pas là pour réguler le Bitcoin. Et leur problème, c'est le dollar américain et non le Bitcoin. Et ça, c'est la chair, donc Madame Janet Yellen, qui a dit ça lors du FOMC meeting. Et comme vous le voyez ici, là, vous avez l'article. Mais moi, ici, je vous ai donné les vidéos. Et vous avez les vidéos où Madame Janet Yellen, elle est en train de parler. Donc, elle parle, elle, de ce que c'est que le Bitcoin. Donc, pour elle, ce n'est pas un stock de valeur. Donc, il n'y a pas moyen de stocker de la valeur dedans. Et d'un autre côté ici, elle est en train de parler de ce qu'est le Bitcoin. Pour elle, ça a un côté très 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 spéculatif, et elle dit exactement quel est le rôle de la Fed par rapport au Bitcoin. Donc là, vous voyez qu'il y a les articles où vous avez ces mots à elle là directement. Donc là, on a terminé avec Madame Janet Yellen. Maintenant, on continue. Et qu'est-ce qu'il y a? Rappelez-vous, on parle toujours du côté trading. Donc rappelez-vous, demain, on va voir cela. On avait le côté Bitcoin, mais comment être exposé au Bitcoin sans pour autant être exposé au Bitcoin. Et il y a une forte relation entre le Bitcoin et le cuivre. Là, vous voyez qu'il y a toujours des choses qui sont inattendues comme ça. Bitcoin et l'énergie, Bitcoin et le cuivre, Bitcoin et les utilités, donc électricité, ainsi de suite. Et ici, on dit que d'après des traders, ils ont vraiment fait... Vous voyez, les analystes métaux de McCreary Group Ltd à Londres ont fait la relation entre le Bitcoin et le cuivre, et ils ont vu les flots spéculatifs entre les deux. Donc en blanc, vous avez le Bitcoin, et en bleu, vous avez le cuivre, fixation du prix venant du LME, donc du London Mercantile Exchange. Et comme vous pouvez le voir ici, les deux vont main dans la main. Donc vous voyez que là aussi, c'est un trade. Donc vous voyez que lorsque nous, on trade, on génère, on gère, on est là dans la génération d'idées. Donc une idée de trade, acheter Bitcoin, être long Bitcoin, être long
le cuivre, être long les utilités, être long l'électricité, gaz naturel, pétrole et ainsi de suite. Et tout ce qui va avec des compagnies comme Nvidia, Overstock, Square et ainsi de suite, pas mal de compagnies que j'ai citées. Donc on reviendra demain au côté trading, on va voir tout ça demain en graphique, demain lors du Bitcoin Crypto Trading Day de demain, ok? Donc demain dimanche, vous n'avez pas envie de manquer ça pour vous tous, aspirants, traders et ainsi de suite. On va être là, on va regarder cela de près. Et là maintenant, on revient encore, donc vous voyez ici, par rapport, on va revenir un peu sur la semaine du Bitcoin, hein, donc son début, donc le début des futurs. Donc là ici, on parle un peu de la semaine, qu'est-ce qui s'est passé, les fluctuations de prix, comment ont été les investisseurs, le nombre de contrats qui étaient tradés, ainsi de suite au CBOE, et maintenant l'entrée du CME. Donc voilà, donc là on revient sur la semaine du Bitcoin. Et là maintenant on reste encore dans les institutionnels. Donc là c'est Monsieur Schiller qui maintenant parle un peu de cette entrée maintenant du Bitcoin à Wall Street et maintenant il dit ce qu'il en pense. Donc là c'est le professeur Robert Schiller ici, professeur à Yale. Dans la School of Management, Business, ainsi de suite. Et là, maintenant, bah, il vient ici et il parle un peu, donc il donne un peu son avis et son compte rendu point de vue au niveau de l'entrée du Bitcoin et il dit maintenant que investors in Bitcoin are having fun. Donc là, tous ceux qui investissent maintenant au Wall Street, maintenant c'est une partie de plaisir pour eux. Donc ils vont commencer à jouer avec ça, c'est leur nouveau jouet. Ok, donc voilà. Une autre vidéo ici. Et là, c'est un exécutif de Bitcoin, ce monsieur ici que vous avez à l'écran. Donc, lui, c'est le journaliste de Bloomberg, mais c'est le monsieur juste à côté. Donc, monsieur Normand est en train de parler de ce qui est en train de se passer au niveau du Bitcoin. Vous voyez que là, j'ai pris pas mal d'institutionnels qui sont en train de donner réellement leur avis au sujet du Bitcoin. Et là, c'est des personnes de grandes institutions comme étant celle de JP Morgan Chase qui parle un peu ici du futur du Bitcoin. Donc là, vous voyez, le prix est encore en dessous des 17 000 et là, c'est en train de monter. Donc, rappelez-vous qu'il y a deux prix maintenant. Vous devez regarder le prix du spot, donc le Bitcoin ici, et le prix du Bitcoin futur. Donc là, maintenant, il y a deux actifs à suivre, plus encore tout ce que j'étais en train de vous donner. Donc là aussi, je vais le rajouter à la feuille de calcul et on verra quelques idées de trade par rapport à ça. Donc bien sûr, si on a le temps. Donc là, ça va nous faire des émissions de 3 heures, je crois, rien que dans le trading. Mais pour ceux qui êtes là, qui avaient pris les vidéos modules, donc tout ça, ça va vous être rajouté dans les bonus, vu qu'on, là, dans le premier trimestre 2018, on va générer des idées de trade. Comme ça, vous allez voir un peu ce qui se passe du niveau, enfin, ce que l'on va faire ici au niveau interne, ça va être très chouette. Donc, on continue. Toujours avec l'entrée en matière des futurs du Bitcoin ici. Et là, maintenant, on est en train de voir ce grand rallye. Donc là, ça fait encore quoi? Ça, les futurs du Bitcoin, pour le moment, il y a pas trop de monde qui est positionné à la baisse. Donc, pas trop de short sellers. Mais c'est encore demandé, ça fait quoi? Encore plus de demandes pour le Bitcoin. Et donc, on a vu le prix du futures du Bitcoin monter et le Bitcoin spot aussi monter. Donc là, comme on dit, ce lancement, ça a été quelque chose de positif. Et encore là, maintenant, il n'y a pas encore toute la puissance de Wall Street qui est réellement rentrée dedans. C'est qu'une partie des investisseurs qui sont rentrés dedans, mais ils sont déjà très satisfaits. Et ce monsieur ici nous explique ce qui s'est passé. Maintenant, on continue et on va voir encore qu'est-ce qui se passe encore ici à Wall Street. Et on parle maintenant, oui, qu'on a le lancement du CBOE's Futures, on a le CME qui va aussi arriver ce week-end-ci, mais maintenant quoi, il y a déjà d'autres firmes, donc d'autres compagnies qui sont allées à la SEC et qui ont demandé quoi, le lancement d'un ETF. Donc ils ont été remplir des formulaires d'application pour un lancement d'ETF et les ETF vont arriver. Donc maintenant vous allez voir une flambée et une ribambelle comment dirais-je, de fonds qui vont commencer à créer des ETF. Donc on aura des ETF ultra long Bitcoin, on aura des ETF ultra short Bitcoin. Donc ça c'est quoi? Ça va permettre aux investisseurs d'être exposés au Bitcoin sans pour autant toucher au Bitcoin. Donc ça ce sont des dérivés qui vont là leur offrir quoi? Ou des fluctuations de prix imitant les fluctuations de prix du sous-jacent. Dans ce cas-ci, le Bitcoin, on va dire ça spot. Donc quand on parle de spot, c'est marché prix au comptant. Et eux vont pouvoir spéculer à la hausse et à la baisse avec ça. Et maintenant, au plus ils ont d'instruments leur permettant de faire cela, au mieux ils vont pouvoir générer des systèmes et des stratégies qui vont leur permettre de capitaliser méchamment, terriblement sur le Bitcoin. Et donc on reste encore ici avec les Bitcoin Futures, vu que c'était, on va dire quoi, c'était la star de la semaine, les Bitcoin Futures. Qu'est-ce qu'on a ici? Maintenant, ici, on a des analystes de Goldman Sachs qui parlent un peu. Donc, rappelez-vous, je vous ai montré une vidéo un peu plus tôt de Monsieur Jeff Berwick où il parlait du gold face au Bitcoin. Et ici, un analyste du Goldman Sachs dit que l'or et le Bitcoin n'ont rien à voir et que le Bitcoin, ici, n'a pas volé
n'a pas volé la star au gold. Donc voilà, donc il explique tout ça là et il donne les raisons pourquoi, les raisons fondamentales et tout ce qui va avec, expliquant sa thèse ici. Donc là maintenant on va voir pas mal de vidéos et donc vous voyez comme ici on va rester dans le côté Bitcoin face au gold et ici et là les traders disent que maintenant qu'il y a tout ça, bah, c'est le moment rêvé d'acheter de l'or et encore aujourd'hui c'est vrai qu'aujourd'hui nous on en parlait aussi à l'event qu'on avait ici à la maison des Goussab, on parlait de ça, donc on parlait un peu de cette euphorie de Bitcoin ainsi de suite et après nos analyses et ce que l'on a vu, bah, on a vu que maintenant c'est un bon moment pour acheter de l'or. Rappelez-vous, l'or, on l'a en main, il se passe ce qui se passe. Et donc voilà. Donc là, libre à chacun de faire ce qu'il veut, mais nous, ça fait partie de notre stratégie et ce que je propose aussi à mes clients. Donc voilà. Donc ici, on parle des fondamentaux au niveau du point de vue technique. Pourquoi c'est un bon moment d'acheter de l'or maintenant. Et là, maintenant, on va au Grayscale. Donc Grayscale, c'est le GBTC, donc les fondateurs qui étaient derrière ici, qui étaient derrière le comment dirais-je, ce premier ETF qui avait été offert à pas mal d'investisseurs qui étaient déjà lancés, ça fait un bon bout de temps. Et là, il est en train de parler du pourquoi le Bitcoin est l'or 2.0. Donc, vous voyez qu'on reste toujours dans ce côté Bitcoin face au gold. Donc là, c'est très intéressant ce qu'il a à dire et il explique ses points au niveau fondamental par rapport à cela. Donc là, il défend les thèses qu'il est en train de soutenir. Là, maintenant, on continue. Et qu'est-ce qu'on a ici? Là, on voit M. Bernstein qui dit que les investisseurs devraient être cautious, c'est-à-dire prudents au moment de venir et d'investir dans le Bitcoin et de faire très 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 attention au Bitcoin. On voit que là maintenant on va rester avec tout ce côté investisseur et ce côté institutionnel qui sont en train de parler par rapport à ça. Et donc ça c'est très 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 intéressant de voir un peu quels sont les points. Donc maintenant qu'on a tout ça qui est arrivé là aux États-Unis, eh ben, il faut voir vraiment ce qui est en train de se passer là-bas. Maintenant, ici, on voit une vidéo très importante. Je vous ai dit que je voulais revenir à cette vidéo ici. Donc là, c'est le ACC Chain. Et rappelez-vous, ici, on dit que le ACC Chain veut faire du Bitcoin l'or digital. Et rappelez-vous, je vous ai déjà parlé du AC Chain parce que je vous parlais du FMI. Donc FMI, donc le Fonds monétaire international. Tout le monde connaît le Fonds monétaire international. Si vous ne le connaissez pas, bah, il faut le connaître. Et le FMI, oui, je vous ai montré cette vidéo exactement de Madame Lynette Zeng, qui était un ancien broker de Wall Street, qui avait fait un travail magnifique de recherche et qui nous parlait du IMF, qui est en train d'utiliser AC Chain, une compagnie en Chine, et est en train d'utiliser cette compagnie afin d'implémenter l'utilisation de son SDR. Donc le SDR est la monnaie du FMI, donc ça s'appelle le Special Drawing Rights, et cette monnaie était principalement constituée de 4 monnaies. L'euro, enfin dollar américain, l'euro, le pound britannique et le yen japonais. Et depuis octobre 2015, il y a le yuan, donc le renminbi chinois qui s'est rajouté. Donc la Chine a un gros poids et un pouvoir de veto sur tout ce qui est en train de se passer au niveau mondial. Qu'est-ce que le SDR? C'est le SDR, il faut dire, c'est la monnaie du FMI. Donc c'est une monnaie mondiale. Donc c'est la monnaie que le FMI utilise pour faire pas mal de prêts. Et je vous avais aussi parlé du Phoenix et de cette revue The Economist de 1988 où on parlait déjà de 2018, l'année du Phoenix, donc une nouvelle monnaie. Et dans cette vidéo ici, qui provient de AC Chain, et d'une compagnie japonaise qui, enfin, pardon, japonaise non, chinoise, et qui elle bosse avec le FMI et qui elle a son propre jeton qui s'appelle le AC Chain et qui est réellement utilisé par le FMI. Et cette monnaie est constituée de Bitcoin et de Ethereum vu qu'ils vont utiliser ces blockchains là. Et à travers cela, ils sont en train de digitaliser tous les actifs, donc digital assets, en train de tout digitaliser. Et dans cette vidéo là, ben, ils ont fait le parallèle entre le AC Chain 1988, le Phoenix. Et donc là, il faut regarder dans mes vidéos en archive. J'avais largement parlé de ça, j'avais largement démontré qu'en fin des années 70 et années 80 et années 90, il y avait déjà les cryptos qui étaient déjà en création avec tous les noms buzz, donc wallet, cryptographie et ainsi de suite, tous les rapports de la NSA. Il y avait un white paper qui avait été émis et j'avais donné le lien vers ce papier-là. Donc là, il faut regarder dans les crypto-rapports que j'ai en archive ici et tout cela expliqué. Et là, maintenant, tout ça pour en venir quoi? Cette compagnie ici vient d'émettre une nouvelle vidéo dans laquelle ils vont encore un peu plus loin. Vous voyez ici AC Chain qui va utiliser Ethereum et le Bitcoin comme étant les principaux, comment dirais-je, monnaies de poids, donc devises de poids, devises cryptographiques dans le SDR, donc dans les Special Drawing Rights, donc les droits spéciaux de roulement, de règlement que va utiliser le FMI. Donc vous voyez vraiment ce qui va se passer avec cela. Donc vous voyez ici tout ce qui est en train d'être expliqué à l'écran. Donc là je vous invite fortement à regarder cette vidéo et à
comment dirais-je, à décoder ce que vous allez voir. Et bien sûr, moi, dans les vidéos passées, j'avais déjà parlé de tout cela. Donc, vous voyez, pour eux, ils vont arriver au blockchain 3.0. Donc là, très, très, très grande avancée. Maintenant, restons dans tout ce côté trading et côté compagnie. Compagnie que j'avais énoncé, desquelles je vous ai déjà parlé depuis un bon bout de temps, sa relation avec les cryptos. Et c'était la compagnie Nvidia. On a vu Nvidia monter terriblement, une montée parabolique aussi fulgurante que la montée du Bitcoin. Pourquoi Nvidia? C'est la compagnie qui fait les chips qui vont dans les cartes graphiques qui sont utilisées pour l'activité minière des cryptos. Et là, cette compagnie vient de lancer une nouvelle carte qui est la Titan V, donc la Titan 5, et cette carte-là est encore plus puissante que la carte précédente, et donc là, cette carte-là va être mise en vente, et vous voyez que euh, oui, que cette carte-là, elle coûte 3100 $. Donc là, vous voyez que c'est pas pour les petits mineurs, mais c'est pour les grands, grands, grands pools de mineurs. Et donc, ils sont en train d'expliquer donc toutes les fonctionnalités, caractéristiques de cette carte et ce qu'elle va vraiment rapporter. Donc, vous voyez que là, ça va être encore un nouveau produit qui va être là et elle va continuer à bien se vendre. Donc, Nvidia va continuer à monter. Vous voyez que Nvidia n'est pas totalement exposé aux cryptos, mais vu que le produit qu'elle est en train de faire, donc ces produits, ces chips sont utilisés dans les Tesla, dans tout ce qui est l'intelligence artificielle et les voitures qui se conduisent automatiquement, ainsi de suite et tout ça. Euh, on utilise les chips de Nvidia, donc elle est exposée à beaucoup de choses, beaucoup d'intelligence artificielle, et notamment ici, dans le cas de l'activité minière des cryptos, ben, Nvidia rentre dedans aussi. Alors maintenant, on laisse Nvidia pour aller à UBS. Et là, qu'est-ce que l'on a? On a ici UBS Donovan qui parle des bitcoins et a bubble is a bubble. Donc là, ce monsieur ici nous dit qu'une bulle, c'est une bulle. Et donc là, il soutient encore le débat. Vous voyez que bitcoin, bulle, spéculation, pas spéculatif. Et donc là, voilà, il reste clair dedans que pour lui, le bitcoin, c'est une bulle. Et ça, c'est un institutionnel, un monsieur issu de Goldman, de UBS. Alors maintenant, on va regarder un autre article et ici, ne vous laissez pas prendre par le titre. Là, je vous montre ça pourquoi. Parce qu'au début, ici, vous allez avoir monsieur Reggie Middleton. Reggie Middleton qui est le CEO de Veritasium. Et rappelez-vous, je vous parlais il y a un certain temps quand j'étais en contact avec une compagnie. Donc, c'est ce monsieur ici avec une compagnie qui était en train de développer des applications blockchain en utilisant l'Ethereum blockchain. C'était cette compagnie Veritasium. Donc, j'étais en contact directement avec ce monsieur-là. Pourquoi? Parce que ce qu'ils sont en train de faire, donc ce que Veritasium est en train de faire, c'est très 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 important. Et pourquoi je dis que c'est très 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 important? Je vais vous expliquer le pourquoi. Parce que vous savez qu'en tant que trader, spéculateur, même investisseur, on a des risques. Déjà, tous les problèmes de hack, tous les problèmes que l'on voit au niveau des exchanges. Rappelez-vous, nous, il y a 2 semaines, lorsqu'il y a eu beaucoup de volatilité dans le Bitcoin, il y a eu beaucoup d'ordres qui n'ont pas été passés, et pour moi, et pour mes clients, et à travers nos brokers CFDs, et à travers les plateformes de trading, Coinbase, Kraken, JDAX, tout ce que vous voulez, il y a eu beaucoup de problèmes de saturation. Et ça, c'est du quoi? Vu qu'on est exposé, on passe par une tierce partie. Dans ce cas-ci, pour avoir accès au trading, on passe par des exchanges, on passe par des brokers. Ce que Veritasium est en train de faire, c'est éliminer les brokers. Donc, c'est-à-dire que maintenant, on va arriver au blockchain. Maintenant, on va pouvoir trader directement OTC, donc directement over the counter. Maintenant, c'est-à-dire que moi, je vais prendre mes actifs. Par exemple, j'ai envie d'acheter Apple, je vais directement dans le blockchain et tout va être fait par smart contracts. Vous voyez, et Veritasium, cette compagnie est réellement en train de faire ça. Et donc là, maintenant, on est en train de voir comment est-ce qu'il y aura bien plus, comment dirais-je, bien plus d'utilisateurs, donc bien plus d'investisseurs, de hedge funds, de traders indépendants, d'investisseurs agréés qui vont venir et réellement commencer à utiliser le Veritasium. Et donc là, c'était un pourparler que j'avais directement avec ce monsieur-là. Donc on va continuer à aller de l'avant. Donc là, je continue encore à étudier le Veritasium. Et donc là, je vous tiendrai au courant de comment cela avance. Donc là, c'est vraiment, après avoir parlé avec lui qui m'explique bien réellement ce que c'était, je dis franchement, ce que vous êtes en train de faire, c'est grand. Et cette compagnie, on n'en parle pas beaucoup de Veritasium, mais je peux vous dire que ce que je sais sur eux, c'est que eux, c'est une start-up, mais ils vont commencer à publier ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ils ont fait une ICO, ce qui pourrait être complété. Ils ont une market cap qui est convenable, mais pour eux, ils ont déjà assez. Maintenant, ils veulent l'utilité. Donc, réellement, ils sont en train de faire des choses qui sont terribles, 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 qui ont aussi à voir avec le MiFID, qui ont aussi à voir avec la banque d'investissement, ainsi de suite. Et ils pourraient mettre au chômage beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Et là, il y a déjà, je vous dis, il y a déjà des grandes institutions au niveau mondial, donc une bourse qui est déjà partenaire avec eux. Et la technologie qu'ils sont en train d'employer, ils ont déjà déposé des patentes, donc c'est-à-dire qu'ils ont déjà enregistré
les droits et comment dirais-je des droits et ainsi de suite au niveau international pour la technologie qu'ils sont en train d'employer. Donc c'est une compagnie qui réellement, comme je vous dis, lorsque vous recherchez des choses dans lesquelles il faut investir, il faut voir quel est le projet, la gestion et la compagnie qui est derrière. Et eux, un personnage très connu à Wall Street pour déjà en tant qu'analyste et en tant qu'investisseur, il a fait des choses très 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 grandes. Et là, réellement, après avoir parlé avec lui, après avoir parlé avec sa team, vu sa team, étudié sa team, et vu ce que eux ils sont en train de ramener sur la table, Veritasium, je dis chapeau. Et bien sûr, je vais commencer à rajouter ça aussi dans les analyses qu'on est en train de faire. Donc là, je vous dis que moi, c'est vraiment au côté utilitaire de ce qu'ils sont en train de faire, vu que là, moi personnellement, à moi, ce qu'ils sont en train de faire, Veritasium, ils vont résoudre un problème que j'ai moi et que beaucoup d'investisseurs ont et que vous aussi vous avez. Toute personne qui est là, qui va opérer, qui va trader dans les marchés financiers, que ce soit avec un broker CFDs, donc broker dérivé, ou avec un exchange, on a toujours des problèmes. Pourquoi? C'est-à-dire que l'exchange, à tout moment, peut nous changer les politiques de trading, donc les conditions de trading, plus de spreads, plus de marge, moins de levier, ou nous couper le trading, ou nos ordres ne sont pas passés, et ça c'est le problème. Vous voyez, parce qu'on est centralisé. Mais ce que eux, avec Veritasium, sont en train de faire, c'est vraiment passer par des marchés financiers décentralisés, ce qui fait qu'on va pouvoir trader. Donc par exemple, moi, si j'ai envie de vendre le Bitcoin et que par exemple, Paul qui regarde cette vidéo, lui a envie d'acheter de Bitcoin, et ben directement avec nos smart contracts sur le blockchain, on est là en effet et on n'a pas de ce qu'on appelle counterparty risk, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de risque d'une tierce partie. Et dans ce cas-ci, ben, c'est le risque du broker. Imaginez-vous, il y a un mouvement sur le Bitcoin, je rentre dans ma plateforme, je mets mon ordre où je veux trader, bam, je ne peux pas accéder à la plateforme. Ça, c'est ce qui s'est passé avec Kraken. Ou avec les mouvements qu'on avait, nous, sur le Bitcoin il y a une semaine ou 2 semaines, bam, boum, nos trades n'ont pas été exécutés, on n'a pas pu rentrer dedans et le trade on nous a empêché de trader avec des actifs. Pourquoi? Vu que les contrats sont entre moi et le broker doit couvrir sa position en allant dans le marché, achetant un véritable Bitcoin, ben, comment dirais-je, il m'interdit d'avoir accès au trade. Donc, vous voyez que là, ça ne va pas. Mais ce que eux sont en train de faire avec Veritasium et d'autres aussi sont en train de faire, EOS, Quantum, et ainsi de suite, Komodo et pas mal d'autres applications blockchain, bah, c'est nous décentraliser complètement. Donc, c'est-à-dire ne plus passer par les banques, ne plus passer par les brokers, mais être tous de manière peer-to-peer sur le blockchain. Et donc là, je dis chapeau. Donc là, Veritasium, c'est une très bonne compagnie. Je vous tiendrai au courant de l'évolution et ben, comment est-ce qu'on avance avec eux et comment est-ce qu'on est avec eux. Donc il faut vraiment qu'on ramène beaucoup de monde et qu'on puisse vraiment continuer à utiliser ça. Je vous dis déjà qu'en janvier, ils vont lancer une version bêta de leur stock exchange, on va dire, de leur plateforme, donc le Veriar donc au niveau bêta, donc afin de pouvoir tester cela. Et maintenant, c'est déjà là, mais c'est vraiment réservé qu'aux investisseurs institutionnels. Et il faut que la plateforme et que le software soient vraiment mis encore à niveau avec, donc à dire sur l'Ethereum blockchain, et on va vraiment pouvoir rentrer dedans. Donc vous pouvez regarder Veritasium, la compagnie veritasium.com, et leur token, donc leur jeton, c'est le Veritas. Ok, donc regardez ça, ils sont classés à CoinMarketCap, et je vous dis c'est une très 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 bonne compagnie, ils font vraiment bien parler d'eux. Vous voyez que là c'est un personnage très important à Wall Street, donc très connu à Wall Street, il est souvent dans RT, CNBC, Bloomberg et tous ces trucs là, donc voilà, quand vous allez regarder cela, vous allez voir vous-même ce qu'ils sont en train de faire. Donc, vous voyez que vous, et comme je dis, je ferai une vidéo spéciale Veritasium pour vous parler de cela. Et je vous tiendrai aussi au courant de l'avancée mais pour parler avec eux et tout ce qu'il y a. Donc, voilà. OK? Et maintenant, on va continuer ici, on va rester dans tout ce qui est blockchain. Et là, c'est le CEO de Overstock. Rappelez-vous cette compagnie que Morgan Stanley veut racheter. Et là, il est ici en train de parler et il parle de son nouveau projet. Et il parle du blockchain, comment est-ce que le blockchain va tout changer. Donc voilà un peu ce que monsieur Middleton est en train de parler, enfin de quoi il est en train de parler dans la vidéo précédente. Et là, du côté blockchain, mais là aussi pour eux, maintenant, ils ont un projet philanthropique, donc ils vont en parler. Mais blockchain, déjà pour nous, au niveau trader, investissement, tout ce qu'il y a, franchement, c'est du pain béni parce que j'ai pas envie, ouais, maintenant, nos conditions de trading, comme j'en parlais aussi avec un utilisateur ici dans le canal, on a eu notre trading qui avait été suspendu à markets.com. Maintenant, plus 500, le broker qu'on utilise, nous a enlevé le trading sur Zcash, sur Monero, et il nous a racheté IOTA, donc ça c'est une bonne chose. Et Trading 212 que j'utilisais aussi avait monté à un moment donné, donc on nous a augmenté le swap. Donc je vous dis que si j'ai envie d'opérer sur un Bitcoin entier, je dois déposer 10%, mais j'ai un swap de 123 € par jour.
Donc vous voyez que c'est énorme cela. Avant, je vous dire qu'au début, je me rappelle quand je commençais à trader un Bitcoin entier, bon bien sûr le prix n'était pas le même, mais je tradais un Bitcoin entier avec un swap de 5 euros par jour. Et maintenant, imaginez-vous un swap qui passe de 5 euros par jour à 123 euros. Pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi le swap, vu que mon produit dérivé est un contrat entre moi et le broker, où je dis que moi j'achète, et donc le broker va me payer la différence. Si j'achète le Bitcoin et que le Bitcoin monte, ben, le broker m'abonne la différence. Imaginez-vous, je suis rentré à 16 000, maintenant le Bitcoin est à 19 000, ben, il va m'abonner les 3 000 dollars de différence vu que moi j'ai gagné. Donc vous voyez qu'on est exposé au sous-jacent, dans ce cas-ci le Bitcoin. Le swap, qu'est-ce que c'est? C'est un intérêt. Veut dire quoi? Que je dois payer pour maintenir mon contrôle ouvert. C'est-à-dire, imaginez-vous si moi j'ai envie de rester dans mon trade pendant 3 semaines, eh ben, chaque jour, le broker et moi me dit, ok, tu veux relancer le contrat, ben, tu relances le contrat, tu me payes 100 euros. Donc là, je dois lui payer 100 euros chaque jour pour rester dans le contrat. Donc ça, c'est décompté des 3 000 euros que je vais faire de gain. Et le jour où je sors de ce contrat-là, donc où je revends ma position, donc j'ai acheté, je vends ma position, c'est-à-dire que je lui revends le contrat, lui me le rachète, il m'abonne la différence, et bien sûr, il a décompté ses commissions. Ouais, donc là, les swaps sont montés très 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 haut et vous voyez que là, c'est très coûteux. Donc le trading commence à nous coûter cher, surtout avec les cryptos. Donc le blockchain va nous éliminer le broker, va nous éliminer le risque que le broker ne, comment dirais-je, qu'on n'ait pas accès au trading avec avec un actif déterminé et qu'on ait à payer des swaps et ainsi de suite et tout cela. Donc vous voyez que tout ça, c'est des risques et c'est des casse-têtes pour nous et c'est les risques qu'on a acceptés. Donc, ouais, que, je le répète encore, le blockchain, dans ce cas bien particulier, bah, c'est du pain béni pour nous. Donc, voilà. Maintenant, on va à un autre article. On va terminer avec deux articles ici qui sont une note un peu plus gaie. On va dire quoi? C'est que des analystes de Deutsche Bank ont dit que ce qui monte, ce qui pousse, donc cette montée des prix que l'on a vu dans le Bitcoin vient de Madame Mrs. donc Madame Watanabe. Et je vous expliquer c'est quoi Madame Watanabe. Et donc vous voyez que vous ne devez pas oublier que le Bitcoin, le gros du volume du Bitcoin vient d'Asie. Pays numéro un, devise numéro un qui est échangée par rapport au Bitcoin, c'est le yen japonais. Donc, tout le volume du Bitcoin vient du Japon. Donc, en gros, donc plus de 20% du volume Bitcoin vient du Japon. Donc, numéro un c'est le Japon. Numéro 2 le dollar. Numéro 3 le Korean won. Et après, vient l'euro. L'euro vient bien derrière. Donc, beaucoup de volume au Japon. Mais maintenant, c'est pas n'importe qui trade au Japon. C'est Madame Watanabe. Je vais vous expliquer pourquoi Madame Watanabe. Madame Watanabe, c'est le nom qu'on donne aux femmes au foyer au Japon. Pourquoi? Dans la culture japonaise, les femmes au foyer japonaises ont un hobby. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Ce sont elles qui gèrent les finances du foyer, donc de la maison, du ménage. Et une des manières qu'elles ont de gérer les finances du ménage, c'est le trading. Donc les femmes au foyer japonais sont, je peux dire ça comme ça, des expertes en trading. Premièrement, elles ont commencé par le forex, donc la paire dollar américain, yen japonais, elles maîtrisent le trade. Donc beaucoup de volume dans cette paire dollar yen. Au niveau des retail, donc au niveau des particuliers, venez des investisseurs particuliers, donc de Madame Watanabe. Donc c'est comme ça qu'on les appelle au Japon. Maintenant, vu qu'elles connaissent déjà le trading et qu'elles connaissent le trading à levier, vu que le levier que nous on a ici en Europe, au Japon aussi ils ont des produits CFDs. Et maintenant quoi, vu que maintenant on leur a rajouté ces actifs dérivés, donc on va dire ici entre parenthèses le Bitcoin et les autres altcoins, en général, tous les brokers on a tous entre 7 et 10 coins. Donc on a tous le Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, on a l'Ethereum, on a le Dash, Litecoin, on a Ripple, IOTA et quoi d'autre, Zcash, Monero, ça dépend. En gros c'est ce qu'on a et le Litecoin aussi. Voilà, en gros, c'est ce que l'on a tout le temps. Maintenant, vu qu'elles avaient déjà le Forex, avec le fait de levier, elles savaient trader ça particulièrement, bah maintenant elles tradent le Bitcoin face au yen japonais. Et donc, vu qu'elles ont accès à l'effet de levier, ça fait qu'elles peuvent avoir des positions bien plus grandes par rapport au Bitcoin. Et d'un autre côté aussi, ça peut mettre de la pression sur le prix. Donc, elles peuvent et acheter en exchange avec du levier, et d'un autre côté aussi, couvrir leur position avec des dérivés. Alors, imaginez-vous le volume que ça fait. Si vous avez un levier de 5 à 1. Donc ça, c'est quelque chose de terrible. Et voilà. Donc en gros, d'après les analyses de Deutsche Bank, ils se sont rendus compte que tout ce qui poussait le prix très haut du Bitcoin, eh ben, c'était Madame Watanabe qui est comme vous le voyez ici, ça peut être une Madame Watanabe qui sera en train de trader le Bitcoin ici. C'est juste la femme au foyer japonaise. Voilà comment est-ce qu'on les surnomme, les Madame Watanabe. Comme ça, vous connaissez, et voilà pour la petite anecdote, donc on termine avec une note positive. Et dernier article, maintenant on va à GDAX, et GDAX c'est l'exchange qui a été créé par Coinbase, et ici, eux, ils voient un intérêt croissant
au niveau des crypto-monnaies. Et donc là, ils disent que pour eux, en 2018, ça va continuer à aller de l'avant. Donc déjà, Coinbase, c'était l'application la plus téléchargée sur le Apple Store. Et maintenant, GDAX aussi, qui est leur exchange qui le permet aux personnes de trader. Et je pense qu'à GDAX, on peut trader aussi avec du levier du 3 à 1 ou du 4 à 1. Et donc là, maintenant, donc, trading on margin, comme on appelle ça aux États-Unis. Et là maintenant, comme ils disent que maintenant avec l'entrée des Bitcoin Futures dans le marché, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va faire encore bien plus de volume chez eux. Et maintenant, eux, comme ils disent, ils ont de plus en plus de traders et d'investisseurs institutionnels. Donc, ils ont des grandes sommes d'argent qui sont en train de rentrer. Ce ne sont plus tout simplement les petits particuliers ou les petites personnes qui viennent acheter une fraction, un millième de Bitcoin, ainsi de suite. Non, là, c'est du big money qui est en train de rentrer. Et pour eux, 2018 est une année terrible. Donc là, il explique tout ça dans cette vidéo avec ce qu'il y a. Donc, rappelez-vous, on a déjà eu la première semaine du CBOE. Donc, il parle des effets qu'ils ont eu. Et maintenant, demain, dimanche, on aura le CME. Ok, donc voilà qui termine ici notre heure et demie du crypto rapport. Et maintenant, je vais vous montrer ici comment est-ce que vous allez pouvoir acquérir le pack de formation. Donc plus de 30 heures plus de 50 heures de vidéo, 3000 minutes et 10 modules répartis sur 30 heures vidéo et en 2018 encore bien plus de bonus. Donc comment vous faites? Vous allez sur www.jctube.com-solution, vous mettez ça en mode voir comme ordinateur si vous voyez ça à travers votre tablette ou votre smartphone. Cliquez sur le drapeau français afin d'arriver à la partie francophone du site. Vous défilez l'écran, arrivez au petit garçon qui est en train d'apprendre éducation financière. Vous cliquez premièrement ici pour voir le document PDF et c'est un document qui va vous permettre de voir le contenu de l'initiation, donc tout ce que vous allez voir, donc tout ce qu'il y a dans les 10 modules. Et si vous êtes convaincu par cela, vous faites comme beaucoup d'autres compagnons qui ont déjà pris la formation, le pack de formation, donc une playlist vidéo privée sur YouTube. Vous venez ici à la page PayPal Cash et là directement vous allez avoir le tout pour un prix pour moins de 50 euros. Vous cliquez sur le Buy Now et là déjà d'entrée je vous dis que durant la semaine, je vais arranger, donc je vais ramener encore pas mal de solutions de prix pour les consultations privées. Donc durant un an de consultation privée, on va faire un bon prix. Donc on va vraiment réévaluer le tout vu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de me demander ça, de m'envoyer des messages. Donc on va donner un prix attractif d'entrée. Donc ça veut dire que ça va être mon cadeau pour le début d'année pour qu'il y ait des personnes qui viennent se compléter. Donc après avoir eu les vidéos modules qui puissent venir on va dire ça comme ça, en consultation privée, donc en coaching privé. C'est durant toute une année de manière hebdomadaire, donc là directement avec moi en one-on-one directement, donc là vous allez avoir droit à ça. Et bien sûr aussi ceux qui voulaient avoir des cryptophones, donc avoir leurs fonds gérés directement, donc vous ouvrez un compte, bien sûr un compte dérivé, et nous on va pouvoir gérer un cryptophone. Donc vous allez avoir toutes les informations et je vais faire des vidéos explicatives exclusivement pour ça que je vais mettre ici sur la page web. Donc pour en revenir, d'abord un bon point pour vous, bon cadeau de Noël, bon cadeau de fin d'année et bonne résolution, c'est commencer déjà à vous former, donc à vous initier à savoir c'est quoi Wall Street. Donc quand je dis Wall Street, c'est le monde financier en général. Et donc là, j'ai pensé à vous. Donc oui, 50 euros, c'est vraiment pas cher pour tout ce qu'il y a dedans et tous les bonus qui vont être rajoutés. Donc vous allez voir, vous êtes étonné du contenu. Donc il y a énormément de choses. Vous allez vraiment profiter de toute mon expérience et de toute l'expérience des traders professionnels que je connais encore là aujourd'hui. Donc en cliquant dessus, directement vous êtes redirigé vers le PayPal Checkout, donc paiement 100% sécurisé, aucun problème. Une fois que vous arrivez dessus, voilà. Donc vous introduisez, donc si vous avez un compte PayPal, vous ouvrez votre session, vous le payez à travers le PayPal. Sinon non, vous pouvez directement le payer avec carte de débit, crédit, Mastercard, Visa, tout ce que vous voulez, American Express. Et tout ce que je vous demande en bas, c'est un numéro de téléphone et très important, je le dis et je le répéterai encore une fois, numéro de courrier électronique, s'il vous plaît. Gmail. Pourquoi Gmail? C'est une playlist privée sur YouTube qui va vous être partagée dès qu'on a confirmé votre paiement et qu'on vous a mis, que je vous mets dans ma base de données. Je partage avec vous le contenu, un Google Docs qui provient de Google et la playlist privée qui provient de YouTube. Comme ça, vous allez pouvoir la regarder sans aucun problème et être là et apprendre. Et à chaque fois qu'il y aura un nouveau contenu qui va être ajouté, donc les live trading et d'autres bonus qui vont venir et d'autres actualisations aux vidéos modules,
directement, ça va vous être partagé, vous allez recevoir le mail et vous allez avoir accès à cela sans aucun problème. Et bien sûr, dans un futur aussi, on va tout remettre aussi sur le site internet, donc vous aurez aussi un accès directement à la page www.justitium.com et il y a tellement de choses à faire, mais voilà, on fait avec ce qu'on a, mais venez prendre le contenu, c'est le plus important, c'est d'apprendre. Comme ça, vous avez bien commencé 2018. Et bien sûr, comme je l'ai dit aussi, bien d'autres choses qui vont venir être rajoutées au niveau du contenu et des services. On va vraiment penser à vous, faire des prix vraiment attractifs parce qu'on pense que il y a beaucoup de personnes qui veulent rentrer dedans, donc je vais leur permettre de pouvoir rentrer dedans du bon pied et qui puissent se bénéficier de mes connaissances, de mes analyses, de mes recherches et de ce que je suis en train d'offrir. Ok? Donc voilà ce qui conclut ici le crypto rapport du samedi. Ne manquez pas demain le crypto trading pour le Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold. Et on va voir ça demain ici. Donc demain, on va s'intéresser au trading. Ok? Donc un grand merci à vous. Vous passez une excellente soirée. Et moi, je vous retrouve demain pour commencer la semaine vraiment à vif avec une nouvelle semaine de trading ici. Et voilà, donc ça va encore bien se passer. Ça va être une excellente semaine, beaucoup de volatilité. Et on va travailler ce trading et on va réfléchir tous ensemble. Ok, donc un grand merci à vous. Merci à vous pour vous être abonné au canal, pour les commentaires, les messages, tout le soutien et la reconnaissance de la valeur du travail. Donc voilà, c'est un plus et ça, c'est ce que j'amène moi à la communauté. Donc un grand merci. Et vous aussi, ramener des choses intéressantes, vos questions, vos commentaires. S'il y a des cryptos, des choses qui vous intéressent, eh ben voilà, on vient là. Moi, je suis aussi un élève en plus. Le blockchain et tout ça, c'est quelque chose de nouveau pour tout le monde. Donc moi aussi, je continue à m'informer. Donc maintenant, ben, je dois continuer à étudier le Veritasium et ramener des bonnes choses avec tout ça. Ok? Un grand merci, une bonne soirée et on se retrouve demain pour le Bitcoin Trading Time. Bye bye.